Argentine, on inculque un peu le côté malice. Mais Maradona, ça a été le premier qui malgré qu'il n'avait pas les réseaux, qui a uniformalisé le foot. Dans le football, j'ai tout fait. Et le Brésil, c'est un ennemi. J'aurais voulu être un artiste. À l'occasion de cette interview exceptionnelle avec Omar Da Fonseca, je vous fais gagner un maillot de l'équipe d'Argentine, dédicacé par Omar lui-même. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur mon Instagram, le lien est en description, et suivez les instructions du post-concours pour tenter votre chance. Bon visionnage à tous et place à l'interview. Il aurait pu être acteur, chanteur, humoriste, mais le foot l'a pris et ça a été sa passion, il est tombé dedans, c'est Omar Da Fonseca. Omar, c'est vrai que le foot, j'ai l'impression que dans ta vie, il a tout pris. Oui, je viens d'une culture, d'un pays où le football, c'est tout. C'est par moments illogique, mais c'est le cas. Nous, sur Charlie, on va essayer de te cerner un peu, de te découvrir, de voir un peu toutes tes facettes. On va avoir des anecdotes truculentes sur Omar et surtout, on a des belles surprises. T'es prêt pour ces moments-là ? Évidemment. Je pense que c'est toujours important de savoir et de connaître et de revenir un peu, faire un peu de mémoire. C'est toujours très intéressant. Et je vous emmène, là c'est pas en terre inconnue, mais je vous emmène à Buenos Aires même. On ira chercher à Buenos Aires un peu quelques amis de Omar, mais j'en dévoile pas plus. Omar sur Charlie, c'est parti. Omar, nous voilà à l'intérieur, dans ton QG, le restaurant Le Moulin d'ici. Là, c'est le salon Omar Da Fonseca. C'est voilà, là où tu te sens bien, où tu t'entends bien avec tout le monde. Merci de nous recevoir. Sur Charlie, c'est un nouveau média et on est très heureux d'avoir une grande personnalité du football en France. C'est pas vrai ça. Écoute, on va pouvoir le détailler, on va faire un tour d'horizon, tu auras des petites surprises, des personnes qui vont t'interpeller et puis on va essayer de revisiter un peu ta carrière. Le Omar qui a 12-13 ans et qui arrive à Vélez Sarsfield, quel est son état d'esprit quand tu as cet âge ? Est-ce que déjà tu veux faire une carrière ? Je sais déjà que tu es fou de foot, mais est-ce que tu imagines que tu vas devenir un grand joueur ? Je ne sais pas si j'imaginais, néanmoins, j'ai toujours voulu. D'abord en Argentine, on appartient toujours à un club, à une équipe. Quand on est né, nos grands-parents, on devient socios. J'ai encore la carte à 8 mois, je suis de Vélez Sarsfield parce que c'est par rapport au quartier, par rapport à donc... Et moi, j'allais toujours au club. Là-bas, on va toujours au club. Et je me souviens que j'allais voir les entraînements, tu vois, et je voyais quand les Carlos Bianchi, ils montaient dans le bus avec les sorvettes, que c'était pas très beau à l'époque. Mais donc voilà, et j'ai toujours... Et puis après, je jouais. Le foot en Argentine, on le dit, c'est plus qu'une religion. Il y a un débordement, il y a un excès. C'est une espèce d'addiction à tout moment de notre vie. Et donc, ça a toujours été... Je ne sais pas si je disais je veux être pro. Néanmoins, je voulais jouer au foot et j'étais complètement addict à ça. Et là, c'est déjà un club donc, de ton quartier. Là, on est dans l'ouest de Buenos Aires. Hein, tu es né à Buenos Aires, quartier Liniers. Exact, Liniers, oui. Et le stade José Amalfitani, qui était un ancien joueur de Vélez. Non, un ancien président. Il n'a pas joué Non. Il a pas joué. Mais ça, c'est le monsieur qui a fait le stade à l'époque, faire un stade de Simon et tout dans les années, je sais pas, 1930. Tu es resté supporter du Vélez. Tout le temps, et je reste. En Argentine, on dit, on te donne, tu es dans un club, ensuite tu peux changer des maisons, des voitures, des femmes, des vélos, des chevaux, mais jamais des clubs. On ne change jamais. Dès qu'on sera, on est Vélez, River, Boca, etc., il faut aller jusqu'au bout, donc je suis Vélez, je continue encore à suivre les résultats. Et Carlos Bianchi, pareil. Carlos Bianchi, absolument. Un des grands joueurs de Vélez. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont été champions, j'ai regardé il y a un an et demi, il y a 2 ans, là, en 2024. Oui, ils sont revenus à être champions depuis je ne sais pas combien de temps, si, parce que c'est un club moyen bon, mais c'est un club institutionnellement très bon. Il y a multisports, et on joue à tous les sports, comme je disais, en Argentine, on joue... Tu vas là-bas à 10h, tu passes jusqu'à minuit parce que tu peux jouer au badminton, au volley, à la pétanque, au padel, au football, au volley, il y a tout, piscine, etc. Donc là, tu grandis dans ce quartier, quartier populaire. Oui. Hein, et dans ta très famille, populaire. Le niveau social, c'est quoi ? C'est plutôt modeste ?
Comment tu Oui, qualifierais oui, classe moyenne basse, mais avec un papa rêveur, un papa complètement dans la conquête, un fou furieux, un mec qui a voulu partir aux États-Unis alors qu'il ne parlait pas un mot. Et c'est comme ça qu'il a découvert le plastique. Bon, bref, et comme ça, il a développé quelque chose d'extraordinaire, alors qu'à l'époque, on parle des années 50, il y avait très peu de moyens pour pouvoir savoir comment ça s'est passé ailleurs. Donc, tu as qui tenir. Je crois que tu as 27 cousins, donc très grande famille. Oui, ma maman, 11 frères et sœurs, donc c'était l'époque qu'on garde. Hier, on a fait une réunion par WhatsApp, c'est extraordinaire parce qu'on continue à se rappeler plein de souvenirs, parce que oui, on est 20 et 21 cousins. Et dans une tranche d'âge assez similaire, donc je sais pas, on est entre 50 et 70. Ça doit être fou à voir. Magnifique. Donc tu retournes assez souvent Tout le temps, tous les ans. J'y vais en novembre et on se réunit. Je gardais depuis déjà un certain temps. J'ai encore la chance de pouvoir y aller. Il y a la trêve invernale, j'y vais toujours en novembre, que c'est une bonne période, il ne fait pas très chaud, c'est pas les vacances. Des amis, Exactement. Ah oui, je fais toujours une espèce je vais manger avec mes amis d'école, parce que j'ai gardé tout le temps, je suis un peu à l'intérieur, même si ça fait 40, je ne sais plus combien, 44 ans que je vis ici, et j'ai encore la mémoire, et j'ai été alimenté par plein de choses de l'Argentine. Hein. Donc justement, l'un de tes amis, on a été avec Charlie, on se balade, on va partout dans le monde. Hein. Donc on a été évidemment à Buenos Aires, retrouver l'un de tes amis qui avait un message, une petite anecdote à te raconter. Si je te dis Gallego. Gallego. Ouais, oui. Gallego, oui. Donc ça veut dire, je crois que ça veut dire l'espagnol. Hein. Oui, l'espagnol. Un message pour toi, une anecdote. Alors là, c'est en espagnol, tu nous expliques un peu. Mais c'est vraiment le gallego. Mi amigo el gallego de la école, tout. Hola amigo, acá estamos en Buenos Aires para contarte parte de una anécdota de las cientos que tenemos en estos 50 años. Y esta particularmente nos causa mucha gracia porque vos sobre todo te arrimaste en el mundo. Era el año 70 y pico, 75, 77, estábamos en el colegio secundario y yo tenía un muchacho que me rompía la paciencia, me tenía de punto. Y un día tanto me llenó que, bueno, decidimos que nos íbamos a agarrar a trompadas, íbamos a pelear a la salida del colegio, cuando terminara el horario. Y bueno, en esa época era todo un acontecimiento. Uy, se van a agarrar a piñas, el gallego y niño, y esto, bla, bla, bla. Y a mí hacía falta, o normalmente se tenía como un edecán, un padrino para la pelea en la esquina. Y ahí apareces vos. Y bueno, el resto de la anécdota, seguila porque es muy, muy risueña y la verdad que inicia una época preciosa de nuestra vida. Salut Omar. Alors qu'est-ce qu'il te raconte? Je crois qu'il parle d'une anecdote qui est carrément où vous êtes au collège, c'est ça? Exactement. On a fait l'école ensemble tout le temps et depuis. Et c'est quelqu'un qui était en Argentine, mais dans l'anomalie totale. Il n'aimait pas le sport, il n'aimait pas le foot, il n'aimait pas sortir. C'est possible en Argentine. Exactement. C'était d'une famille très catholique, donc nous on avait des posters des enfants, des filles, etc., des films, et lui il avait quelqu'un complètement, il aimait étudier, il aimait lire, il aimait... Donc à l'école c'était toujours le mec, le bouffon, celui que tout le monde le tapait, il se moquait de lui. Et moi, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on est l'opposé. Lui, il dit, on est l'eau et l'huile, etc. On est complètement... Mais je ne sais pas, plusieurs fois même, je discutais avec les autres, parce que je trouve que je ne sais pas, c'est humain, je sais où c'est... Donc, l'histoire, pour essayer de la faire courte, c'est qu'il était toujours accablé par les autres, etc. Et un jour... un des mecs, un peu le cap de l'école, qui était plus grand, parce que nous on allait dans une école, comme je m'entraînais, c'est une école où il y avait beaucoup de gens qui redoublaient, c'était pas une école très, très disciplinée, etc. Et donc un jour, lui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a dit je vais te casser la figure, etc. Et donc l'autre, il a dit tu vas me casser la figure, viens, je pompe. Donc on a organisé un combat en dehors de l'école, à la sortie de l'école.
ils se sont, bon, à l'époque, ça faisait un peu, on allait dans un coin de rue, et il y avait le baston, et toute l'école venait voir le spectacle. Et moi, comme je jouais bien au foot, ce mec, le cap un peu... j'étais un peu entre les deux, parce que je jouais, c'était pas un ami, mais une bonne relation, et il y a le gagé aussi. Donc, je dis, qu'est-ce que... Oh, bon, si, tu viens, bon. Donc, à l'époque, on avait des vestes, donc je suis allé, on s'est réunis, j'ai tenu la veste des deux, etc. Mais je dis, l'autre, il va le massacrer, parce qu'en plus, l'autre, il était plus costaud, il faisait du je sais pas quoi. Bon. Et lui, je ne sais pas si un jour il avait tué une mouche, toi, c'était un mec complètement, tout le monde, donc je dis comment on fait, au bout de 2 minutes, il faut le... Et donc, ils ont commencé, non, ça fait comme ça, et lui, à l'époque, c'était l'époque de Kung Fu. Et donc, il lui a fait une espèce de prise, toi, il l'a retourné, et l'autre, il a été surpris, il s'est marché dessus, il y avait une espèce de rebord, et il est tombé. Il s'est fait mal. Et lui, il lui a donné, toi, il a tué, quoi. Il lui a donné dès le début, poum, poum. Donc tout le monde, et moi je suis allé au milieu, etc. Et depuis ce moment-là, le mec, il est revenu, il est rentré dans la gloire de l'école. Du coup, c'est important pour lui, parce que tu vois, c'est l'anecdote qu'il nous raconte. Donc pour lui, ça a été peut-être un changement carrément même dans sa vie. Oui, parce que je crois qu'il a dépassé. C'est devenu un ami, Omar. J'étais déjà assez proche. Ouais. J'ai toujours, je ne sais pas pour quelle raison. Je veux dire, si bien j'étais proche avec les autres, parce que les autres ils jouaient, on avait une équipe de foot, etc. Lui, mais il habitait loin, en plus j'allais le voir dans l'après-midi, parce qu'il était plutôt isolé. Je ne sais pas, on se dit tout le temps, moi on se connaît depuis, je sais pas, 40 ans. Peut-être de le défendre, et ton côté un peu, je sais pas, justicier, de dire, faut pas le laisser dans tout seul. Exactement, oui, je ne sais pas si à ce moment-là, cette décision était très rationnelle, toi, si j'avais vraiment le recul. Néanmoins, c'était le cas d'être proche. Ça m'intéresse parce que déjà, on voit certaines choses, on a l'impression que l'Argentine, c'est quand même un peuple, pas de combat, mais un peuple où il faut quand même, un peu avoir un peu la rage, un peu se battre, un peu, quand tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Les Argentins, ils vont le chercher à leur façon. Et ça, c'est un peu symptomatique. Exact. Là, tu me racontes une bagarre, mais quand même, c'est l'Argentine, j'ai l'impression que c'est ce peuple-là, en fait. Oui, parce qu'il faut savoir que en Argentine, il y a tellement de choses qui sont, je parlais tout à l'heure, c'est irrationnel. L'économie, la sécurité, la dictature. On a eu une grosse période de dictature. Donc, on a vécu, nos parents, ils ont toujours aussi vécu beaucoup des choses en haut et en bas, mais très extrêmes dans tous les domaines. Et puis, on a une mélange total des gens. Il y a énormément d'Italiens, d'Espagnols, mais des Juifs, des Turcs, des Libanais, des Syriens, des Allemands, des ex-nazis. Il y a une espèce de mélange total avec le Nord-Ouest, avec beaucoup d'Indiens. Et donc vous êtes habitué à ce mélange? Oui, très. Nous, on allait à l'école. Il y en a un rapport aussi très... Qu'ici en France ou en Europe, on a du mal à accepter le fait de dire « tant petit gros, petit », de nous insulter facilement, d'employer des mots qui ici sont interdits. On est dans... C'est quoi? C'est de la provocation? Non, au contraire. C'est sentir, je disais, le meilleur gardien de Boca Juniors. Il s'appelle Montoya, et personne ne sait son prénom. On l'appelait le Mono Montoya. Il est maintenant, il est consultant aussi. Et je sais pas, le burrito, Burro Ortega, le petit joueur Ortega, Ariel Ortega, on l'appelle le burro. Burro, c'est un âne. Personne ne voit Ariel Ortega, parce que on met des surnoms. Et justement, Omar, ce qui m'intéresse, tu nous expliques qu'il y a tous ces mélanges en Argentine, et pourtant, ces derniers temps, il y a des histoires un peu de racisme qui ont concerné des Argentins, et il y a certaines personnes qui ont essayé de généraliser en disant les Argentins, ils sont racistes, ils aiment pas. Il y a le petit Prestiani de Benfica qui insulte un autre joueur du Real Madrid. Donc, toi, tu dis que c'est quoi? C'est l'habitude? C'est sans importance? C'est évidemment qu'insulter, il ne faut pas. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants, et c'est seulement, 5 fois. Donc, sauf que, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais il faudra que même vous puissiez, en Europe, voir la télévision actuelle. Dans la télévision actuelle, il y a des journalistes qui vont employer des mots,
mais extrêmement vulgaire. Oui, sur ce cas du jeune Prestiani, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Avec tout ce que tu nous expliques? Que lui, il ne sait même pas ce qu'il dit, parce que lui-même en Argentine, il est considéré comme ce qu'on appelle les petites têtes noires, parce qu'il est del nord-ouest de l'Argentine. Donc il y a une espèce de légèreté à vouloir exprimer tout ça, ce qui fait que des fois, en Argentine, on inculque un peu le côté malice. Toi, être malice, être rusé, donne un peu plus d'importance à le côté honnêteté ou éducation. Donc, je pense que ce jeune, dans un moment de colère, etc., il sait, et c'est ça qui est triste, c'est qu'il n'arrive pas à s'excuser. On devrait l'obliger à qu'il puisse dire « je me suis, c'est pas bien pour la jeunesse », mais on n'a pas assez l'accompagnement pour mettre les choses en règle. Mais je ne crois pas du tout que lui, à l'intérieur, soit contre les Noirs ou contre les autres, parce que lui-même, il vient d'une région où il est considéré par la capitale, Buenos Aires, etc., comme un cabecita negra. Cabecita negra, en Argentine, on appelle ça ceux qui sont du nord-ouest parce qu'ils sont un peu typés. Et nous, nous, parce que moi, en Buenos Aires, on dit ça, c'est... Donc lui-même, il est, disons, jugé, considéré. C'est pour ça que nous, on rigole, parce que bon, il faut prendre de la légèreté à cet aspect-là. Mais je crois que pour essayer de résoudre, il faut qu'on puisse expliquer, qu'on puisse établir ce qui est mal, il faut le dire. Et comme des fois dans la télé... Peut-être un peu d'éducation. Exact, un peu exact. Et même, quand des fois on peut se tromper, il y a des cas où des fois on peut nous arriver dans le direct ou dans des actes. Je dis tout le temps, quand j'ai joué un jour, je lui cassé le nez à un joueur, à un TV, un joueur de Bastia, toi, en 10 secondes que j'étais moi-même, boum, je lui avais fait, je voulais lui donner le coup, je n'avais pas voulu lui casser le nez, mais après je suis allé, je me suis excusé, etc. Je crois qu'après l'importance... Le petit Prestiani soit pas allé s'excuser en disant je voulais pas dire ça ou je te traite pas de singe, de ceci, je le pense pas. Je pense que ça aurait éteint la... Exactement. Et je pense alors que là, même Benfica l'a défendu, c'est un peu maladroit, je trouve que... Exactement. Toi, nous aussi, on dit pelotudo, boludo, ça c'est des mots très vulgaires. Mais on s'appelle comme ça, boludo, pelotudo, c'est plus que couillon, toi. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mais nous, quand tu vois plein des surnoms en Argentine, il y a des surnoms. Acuña, celui qui joue en équipe nationale, on l'appelle l'œuf pourri, le huevo, parce qu'il a une tête un peu, et comme il est un peu jeune, on dit l'œuf pourri. Et tout le monde l'appelle huevo podrido, toi. Y el mono, l'animal, el burro, les animaux, tout, cordero, parce qu'il y en a j'ai un ami qui a plein de cheveux comme ça, on l'appelle le cordero. Le cordero, c'est l'agneau, mais c'est lui qui tamponne, toi, qui est méchant. Ouais, ça, c'est vachement bien que tu le dises, parce que... Et nous, le côté... J'apprends des choses, tu vois, Et le côté négro, nous, négro, veni, mettons, les journalistes, là, il y a un joueur de River, le Negro Acosta, jamais de la vie, quand il est connu, la lleva el Negro Acosta, Negro, qu'est-ce que Negro, patea. Tu vois, il dit pas, lui, il dit le Negro Acosta. Et le juif, mettons, il y a Mohamed, un joueur du Huracan, et il s'appelle, il est arabe, il est turc, libanais, et on l'appelle le juif. Toi, le juif, c'est le moïche. Nous, on dit moïche. Tous les juifs, parce qu'on en a beaucoup. C'est pour ça, c'est l'Argentine, c'est une mélange terrible. Tout le nord-ouest, c'est plein de juifs. Buenos Aires, c'est la 3e ville où il y a le plus de juifs après Tel Aviv et New York. Tel Aviv, New York et Buenos Aires. Et nous, on a des synagogues, tout. Si tu entends ça, on va dire mais il est raciste, ça, alors que toi, tu les expliques. Non, moi, je suis allé dans une école juive. Moi, la maman, quand tu par exemple, Prestiani, là, il traite de singe, non, il parle de singe. Oui, lui, il dit que non, bon, mais je pense qu'il l'a dit. Parce que nous, c'est comme... Il met son maillot, ce con. Oui, voilà. Ça, oui, mais il est con parce que, comme tu dis, 20 ans, le mec, il écrit papa avec 3 P. Mais dans ces cas-là, tu vois, c'est là où Benfica, ils ont été nuls. Mais évidemment. Ils auraient dû lui dire, excuse-toi. Mais évidemment. C'est pas ce que tu voulais dire. Basta. Ciao. Alors que lui, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit non, mais je ne l'ai pas traité. Il a dit qu'il avait des maricons. Des maricons, oui, mais ça, c'est pas ça, on le dit souvent, toi. Maricon, toi, t'es maricon. Même à nos enfants, parce que moi, mettons, quand j'y vais, c'est mes cousins et tout.
Et les enfants de mes cousins, ils parlent mal. Toi, moi, je ne veux pas que mes enfants, parce que mes enfants, ils parlent espagnol aussi, mais ils leur apprennent plein de mots. Donc ça, c'est un peu la mentalité argentine et ton ami reflète un peu cette mentalité. Donc tu vis, on a dit un milieu un peu modeste, tu commences vraiment à jouer au foot, tu rentres à Vélez Sarsfield et là, tu fais tes classes. Et comment ça se passe pour toi les premières années, avant que tu partes en Europe? Quel joueur tu deviens? Pas terrible, parce qu'au début, je fais un essai à un grand club qui c'est River Plate. Et j'y étais pris. Quand j'avais 12-13 ans, j'y étais pris, parce que là-bas, à l'époque, on faisait des essais. On allait et on faisait des essais, on jouait avec un ballon, 3 ballons, mais on était, je sais pas, 200, il fallait prendre le... Donc, j'avais été pris. Mais il me fallait 1h30 de bus, 1h30, donc beaucoup, donc je dis, je vais... sauf qu'après, quand j'ai voulu aller à Vélez Sarsfield, à faire des essais, ils m'ont refoulé la première année, ils m'ont refoulé la deuxième année, ils m'ont refoulé la troisième année. J'ai eu 3 années où j'allais à Vélez, j'allais ailleurs, etc. Donc je suis revenu jouer dans mon équipe des quartiers. Et ensuite, voilà, il y a un jour, je revenais tout le temps parce que c'était un peu, quelque chose que je voulais essayer de jouer dans mon équipe. Et un jour, ils avaient changé l'entraîneur, etc. Et un ami m'avait dit, viens, que le monsieur va aimer comment tu joues, je sais pas. Et je suis allé et j'ai été pris. Donc, évidemment que là, c'était un pas plus qu'important parce que j'ai eu un peu une espèce de reconnaissance même du quartier. J'y étais un peu... même si à l'époque, on n'avait pas le recul, j'avais pas le recul. Et je crois que oui, j'avais une espèce d'orgueil, une espèce de fierté. Tu savais ce que tu voulais. Que voilà, et je pensais que j'allais y arriver, y aller percer. Et très rapidement, on va dire de toi que tu es un joueur élégant, que tu as le sens du but, que tu sais ce que tu veux déjà sur le terrain et que tu arrives à faire des différences. Tout de suite, le poste d'avancement, c'est le tien. Tu sais que quand tu joues, tu veux marquer? Non. Au début, moi je dis tout le temps, j'ai été un très bon joueur moyen. J'étais pas un joueur où j'avais un point fort vraiment spécifique. J'avais une bonne couverture, j'avais un dribble important, mais j'avais une frappe moyenne, des têtes moyennes. J'étais toujours entre 5 et 7 points quand j'étais... Donc... Moyen plus, parce que tu as quand même été jusqu'en sélection. Oui, mais bon, c'est l'Argentine. La seule chose que je dis tout le temps, c'est que réussir à être pro et à percer en Argentine, je ne sais pas s'il y a plus de valeur qu'ailleurs. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'en Argentine, toi, la masse des gens et des jeunes qui veulent jouer au foot, c'est parce que c'est une religion et parce que le foot est quelque chose qui est alimenté. Il y a 5 chaînes de télévision en Argentine actuellement, 3 journaux qui font depuis 10h du matin jusqu'à minuit. Ils vont à les entraînements, ils vont et ils dorment. Celui-là, il s'est coiffé. Tout ce qu'il disait tout à l'heure. Celui-là, il a été chez le pédicure. Il attend dans la voiture. Il y a une espèce de... Constamment, on alimente. C'est pour ça aussi que des fois, quand on est tellement obligé d'alimenter et de se faire la concurrence, le débordement, l'excès, ça apparaît très souvent. Donc là, tu es en Argentine, tu fais tes premières classes à Vélez, etc. Tu as joué à Lograno également? À Belgrano, oui, après. Et pourquoi la France alors? J'ai lu que Carlos Bianchi ou Piazza, t'avais influencé, peut-être même aidé. Pourquoi? Oui, parce que Vélez, l'histoire de Vélez, je vais être professionnel en 1977, je signe mon contrat, j'avais 18-19 ans, et au bout d'un an et demi, il y a un nouveau entraîneur qui arrive et il m'a dit va prêter, il m'a envoyé ailleurs, à prêter à Belgrano. Et à Belgrano, j'avais marqué beaucoup de buts, j'avais fait mais ils ne pouvaient pas m'acheter, ils n'ont pas voulu, donc ils m'ont fait revenir. Mais l'entraîneur de Vélez m'a dit non, on ne veut pas, va-t'en ailleurs. Et je vais dans un club de 4e division qui jouait dans le championnat national, un truc avec Solari. Et un club où, au début, plutôt qu'aller en 2e division, je n'avais pas beaucoup de solutions. Et je vais dans ce club-là où il n'y avait rien. Toi, ils s'entraînaient dans des vestiaires catastrophiques. L'entraînement, toi, c'est une équipe complètement avec 2-3 mecs qui avaient créé ce club. Et je vais marquer, je ne sais pas, 15 buts, etc. Et donc, il y a
à l'époque, c'était la Colombie. La puissance forte du football, c'était la Colombie. Absolument. Parce qu'il y avait les narcos. Donc, un jour, ils viennent, des mecs, là, ils me disent, on te donne, je ne sais pas combien, des milliers de dollars. Moi, j'avais amené mon père me dit, qu'est-ce que c'est, ça coûte des mecs un peu pas très... Donc, on avait fait des réunions, et bon, à l'époque, moi, j'avais encore une fois, j'avais 20 ans, donc, bah, t'imagines, je vous achète un appartement, je sais pas, j'étais dans le délire total. Et j'avais donc joué avec Carlos Bianchi, et Osvaldo Piazza est revenu d'Europe, de Saint-Étienne. Et donc Carlos et sa femme il m'avaient dit arrête, ne va pas en Colombie, tu vois, t'es pas. Mais moi j'avais fait des études, j'avais fait mon bac et je venais d'une culture. Mon frère il est ingénieur, mon père il avait fait aussi des études importantes. Donc mon père il disait qu'il fallait étudier. Donc quelque part j'étais un peu déjà en Argentine quand j'avais marqué 3-4 buts et on m'avait même invité dans des émissions un peu plus disons sérieuses, pas que du foot. Donc Carlos il m'a dit va en Europe, tu vas apprendre autre chose, tu vas vivre autre chose, etc., etc. Et donc je lui parlais à mon père, il m'a dit mais n'hésitez pas une seconde, parce que Colombie m'a donné beaucoup d'argent. Hein. Mais à l'époque, je ne vais pas donner les chiffres, mais c'était énormément, je sais pas, 200-300 000 dollars comme ça. On parle des années 1979, 80. C'était beaucoup d'argent, et ton père, il fallait qu'il soit sûr de ça aussi, de oui, pas oui, céder à ça. lui, il travaillait, mais bon, il travaillait, et puis en Argentine, on vient d'une éducation où mon père il disait tout le temps, l'important, c'est pas avoir, sinon être. Et l'important, c'est pas montrer, sinon faire. Et tout le temps, il disait ça, et donc lui, il s'en fichait d'avoir lui, il disait qu'il fallait vivre des aventures, et voilà, et donc lui, il était pour que je vienne en Europe, et c'est comme ça que je suis. Donc tu décides de partir, tu vas arriver à Tours, mais juste avant, je crois que tu fais un petit passage à Nice. À Nice, exactement. Tu rencontres, il y avait Daniel Bravo, je crois. Exactement. Daniel est là, l'un des consultants que je connais bien, j'ai commenté avec lui. Et tu restes 3 mois à Nice, je crois. Oui. Et pourquoi ça ne marche pas à Nice? Parce que, vous savez, le football, il y a des situations où on ne gère pas tout. Nous, on est un peu une marchandise. Là, tu parles français maintenant? Non, c'est pour ça. Quand on vient comme ça, on est à la merci des gens qui vous négocient. Mon club argentin, il demandait de l'argent. Le président, il avait dit oui. Après, soi-disant, il a dit non. C'était M. Innocentini, je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais bon, c'est comme ça. Comme j'étais à un hôtel, là, tout seul, sans parler, il y avait Bruno Metsu, qui est venu. Bruno Metsu, il est venu tout de suite me voir. Et même, moi, je ne le comprenais pas, lui, il ne me comprenait pas. Mais il voyait que j'étais seul, perdu, comme un chien avec la rage. Et un jour, je ne sais pas, il m'a dit viens, il y a un mec, un petit jeune, on va aller à une boîte, à le duplex, il s'appelait, à Nice Étoile, je crois que c'était la galerie. Et il m'a dit on l'appelle le Principito, etc. Et donc, c'était Daniel. Et tu vas donc finalement aller à Tours. Exact. Et là, tu vas te révéler. Donc, oui. Puisque il y a une 83 à 84, je crois que tu finis meilleur buteur de Ligue 2. Oui. Enfin, D2 à l'époque. Oui. Tu marques 24 buts, je crois. Je crois, oui. Tu marques beaucoup de buts. Donc, quand même, tu marques des buts. Tu me disais tout à l'heure, je suis moyen, je suis. Non, tu marques beaucoup de buts. Et ce qui va te permettre d'aller au Paris Saint-Germain. Tu vas arriver quand même dans un club où là, tu as été bon. Parce que tu n'es pas resté longtemps au Paris Saint-Germain, mais tu as été champion de France. Exact. Là, c'était l'époque de Gérard Houllier, 85-86. Et là, tu as des joueurs, Luis Fernandez, Safet Suzik, Rocheteau, Joël Batz, Polagnoc et Dominique Rocheteau. Et est-ce que Rocheteau, comme on l'a dit, est-ce qu'il t'a fait un peu d'ombre à l'époque? Oui, énormément, beaucoup, mais super gentil, super aimable et super joueur, donc quelque part. Mais non, mais aussi en dehors de cet aspect sportif, il faut pouvoir faire ressentir ce qui n'est pas facile. Quand M. Borrelli m'avait appelé au téléphone, j'étais à Tours, il n'y avait pas les téléphones portables, j'avais un téléphone orange à Tours par terre parce que je ne voulais pas acheter des meubles, moi j'étais radin, économe, je dis tout le temps. Et c'était M. Borrelli, il m'appelle une fois, je prenais des cours déjà à l'Institut de Touraine, donc je pouvais déjà avoir une espèce de dialogue très simple en français. Mais le jour où il m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux venir à Paris, est-ce que nous on est intéressés, on ne peut pas imaginer, par un Argentin, moi je suis de Buenos Aires, mais quelque part je suis de la campagne, je viens de ma famille, ma maman, elle est à 500 km, je passais mes vacances, mes cousins, tout ça, sont la plupart tous de la pampa, toi, bloum, plein de vaches, des moutons, et des poules, tous les animaux. Donc, pouvoir me dire,
je vais jouer à Paris. Paris, c'était à l'époque, on voyait des photos. C'est parce que maintenant, on minimise, on banalise. Parce qu'on en a tout de suite, on a l'hôtel, Google, et on sait où elle est, les chambres, tout. À cette époque-là, rien. Mais bon, Paris, je suis arrivé, je suis allé voir tout de suite l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Crazy Horse, le Moulin Rouge. J'avais tout fait. Parce que, voilà, il y a une côté. Peut-être parce que je voulais aussi, oui, quand je revenais en Argentine, je venais de Paris, d'être à Paris. Donc justement, puisque tu en parles, c'est intéressant. On va voir quelques images de ton quartier à Buenos Aires avec, pareil, quelqu'un qui te parle. Alors, tu vas voir, tu vas deviner qui c'est. Je ne veux pas te dire, tu vas deviner qui c'est. Et on va voir quelques images. Et lui aussi raconte une anecdote avant de rebasculer sur Paris. Mais pendant cet entretien, Omar, de temps en temps, je te ramènerai à Buenos Aires. Et puis après, on retournera à Paris. Là, on est au Paris Saint-Germain. Et tu vas être champion de France. Hola Omar, ¿cómo va? Buen día. 15 de marzo de 2026. Ahí está el Parque Lezama. Esa obra que fuimos a ver hace poquito. Muy linda. Pero yo recuerdo también este día, un domingo, hace 47 años atrás, que desde las 14 horas hasta las 23 horas, 24, no sé cuánto, estuvimos en un lugar. Este día fue interminable, para mí, para todos. Bueno, contá la anécdota y estoy acá, en el lugar donde empezó todo. Abrazo grande. Alors attends, faut que tu nous dises qui c'est. non, d'abord, c'est mon meilleur ami. Et mon ami, on se connaît, on a 66 ans les deux, on se connaît depuis 66 ans. On habitait en face, Héctor de Carli. Héctor de Carli. Et qui va avoir une vie avec un karma très difficile. Son papa est mort quand il a 8-10 ans, donc il va être obligé de bosser avec un peu. Bon, bref, un mec de pouf. Et vous habitez en face. Donc on commence à marcher ensemble, on s'achetait les premiers vélos ensemble. À l'époque, à l'Argentine, il n'y avait pas de circulation. Il venait, j'y allais, et puis il aimait beaucoup le foot. Donc quand on allait faire des essais, que j'allais partout dans le bus, lui il venait parce que il était, il jouait. Un milieu un peu long, mais très techniquement doué. Comme mec, ça donne aussi ce qui signifie un peu, pour moi, et en Argentine, le côté amitié, c'est aussi un paradoxe. En Argentine, l'amitié que j'ai avec 4-5 mecs, on se connaît depuis, mais c'est une amitié, mais d'une puissance, d'une force, d'une union, Et des fois, en Argentine, avec celui que tu connais le prochain, tu vas te bagarrer, toi, dans une voiture, un mec qui va te faire une quoi, et le mec, boum, il sort une barre, il lui tape. Il y a encore une fois, cette exubérance. Qu'on retrouve des fois, c'est bien que tu en parles, parce qu'on retrouve, je trouve, sur le terrain. Exact. Parce que des fois, les Argentins, ils ont des gestes, et nous, on a du mal à comprendre. Exact. C'est pour ça qu'en France, entre Français et Argentins, nous, souvent, on ne comprend pas la réaction de joueurs, je parle du foot, de joueurs argentins sur le terrain où tu vas prendre un coup, peut-être une insulte, et pour nous c'est vexant, c'est blessant. Et toi, tu nous expliques quand même que ça fait partie des personnages argentins. Vous êtes comme ça en fait. Oui. Il y en a qui disent que c'est un peu génétique par la mélange un peu européen, arabe, je sais pas. Mais en même temps. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, on sublime un peu le côté malice. Moi, j'avais des entraîneurs qui te disaient, écoute, vas-y, mets-lui un coup à lui, attends à lui, puis c'est Bilardo, l'entraîneur de la Coupe du Monde, etc. Quand il y avait quelqu'un, un adversaire qui tombait, le soigneur, et l'autre disait, vas-y, marche-lui dessus, marche-lui dedans, il fait comme si tu... Toi, des fois, on est... Parce qu'on est sur ce côté passionnel de vouloir montrer que ce soit le cusson qui parle. Toi, si c'est l'Argentine, ton club, mais le reste, c'est de la merde. Toi, tellement... Et alors après, quand il y a le coup de sifflet final, c'est fini. Vous redevenez... Oui. Si, on redevient un peu normal, exactement. Et si, c'est ce qu'on dit. En Argentine, on dit que le foot, c'est une récréation existentielle. Moi, à un moment donné, je faisais des voyages, j'amenais des Français. Pendant que ça avait revoir Boca River, j'amenais une vingtaine de Français. Et je les amenais au club. Et la plupart des gens,
qui venaient. J'avais amené des Suisses, des amis d'Air France, j'avais amené des gens parce que je faisais payer, je faisais ça bien professionnel. Et ce qui revenait ensuite, quand je les amenais au stade, c'est de voir, mettons, il y avait avec des bébés habillés avec le cœur, mais qui vont me faire, non mais ta mère, c'est une espèce à l'intérieur du stade, dans le... tu rentres dans un truc, exact. Tu deviens fou, et quand tu sors, ça va. Je ne sais pas comment... C'est un exutoire, on dit en France. Exact. Donc, on a entendu Hector, tout à l'heure on a entendu... c'est Cayetano Cayetano Garcia, Cayetano. C'est vrai que vous ne prononcez pas la même... pareil comme Exact. espagnol. Ça, c'est bien argentin et uruguayen. Il n'y a que l'Argentine. Le reste des pays en Amérique du Sud, on dit elle, la prononciation, elle est presque tout le temps très proche de l'espagnol. Nous, on a beaucoup de lexiques italiens. Et là, on vient d'entendre Hector, qui fait partie de tes meilleurs amis. D'ailleurs, quand tu retournes souvent au mois de novembre, tu fais des voyages avec eux, non? Tu organises des petits déplacements Exactement. Beaucoup. Cette année, on a fait la journée de la tradition. C'est un défilé où il y a 1000 chevaux, toutes les races magnifiques. Ça, c'est qu'on ne connaît pas assez. Il faudra qu'on fasse un reportage. Les gens qui vont nous écouter, là, tu leur donnes envie d'aller en Argentine. Ça, il faut le faire. Ça, le faire. L'Argentine, ça reste un pays où je dis que des points de vue paysage, et des points de vue ambiance, des points de vue côté festif et côté mémoire et tradition, reste très attaché à ça. Et c'est aussi un paradoxe dans cet aspect-là, parce que les gens, ils sont dehors, les gens, ils aiment beaucoup fêter même l'histoire. On revient à Paris. Donc pour toi, tu nous expliques, toi qui es un gars de la campagne, tu arrives au Paris Saint-Germain, donc tu as les yeux grands ouverts, c'est ça? Oui, même s'il faudra dire aussi que le Paris Saint-Germain de l'époque, déjà, pareil, dans le vestiaire, on était au Camp des Loges, c'était des préfabriqués. On faisait sécher avec les affaires, avec des trucs qui séchaient, non. Et donc, c'est encore une fois, tous les moins de 25 ans, ils ne peuvent pas connaître cette histoire. Mais il y avait une répercussion, en tout cas, par rapport aux Argentins et par rapport aux situations de la communication à cette époque-là. Et c'était champion de France. Exact. Vous restez 27 matchs en vaincu. Oui, avec ça. Et il y a encore une fois, décidément, tous les consultants sont à Béline. Luis Fernandez qui brille avec l'équipe de France. Exact. Voilà, qui vient d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde 2 fois, 82-86. Joël Batz aussi, il était international, bien sûr. Et puis tu as l'un des joueurs les plus beaux qui est passé dans le championnat, c'est Safet Suzik. Exactement. Comment tu le vois, ce joueur, quand tu arrives? Il représentait ce qui n'existe plus maintenant, ce joueur, l'architecte du foot, la tête pensante d'une équipe. Avant, on disait il faut avoir le gardien, le défenseur central, un milieu, et le numéro 10. Le numéro 10, c'était le chef d'orchestre. Et donc, lui, et à l'époque, c'était les Yougoslaves. C'est parce que, encore une fois, et on disait que la Yougoslavie, c'était le Brésil de l'Europe. Parce que la plupart, il y avait un paquet de joueurs extraordinaires. Incroyable. Donc, t'es impressionné par l'équipe? Oui. Oui, parce qu'après... Oui, bien sûr. Non, et en plus, morphologiquement, il était costaud, il avait des mollets, des cuisses, donc une espèce de toucher, il des feintes, à chaque fois il faisait la feinte qu'il allait te la donner, donc pour les attaquants, il rusait les adversaires, mais toi comme coéquipier aussi, parce qu'il faisait souvent... Mais je le croise dans son temps au parc, il est là. Ouais. Alors là, à Paris, tu joues pas trop. Non, je me suis cassé la clavicule. Par contre, tu vas à Monaco. Là, tu changes de club, tu vas jouer 2 ans à Monaco. Et là, tu vas jouer, et pareil, tu vas tomber sur une génération. Alors là, incroyable, parce que la saison 87-88, déjà, tu es entraîné par Arsène Wenger. Exact. Et là, je regardais les noms des joueurs. T'as Glenn Hoddle, Marc Atlet, t'as Deep, t'as Puel, Amoros, Sonor. Là, Jean-Luc Ettori. T'as une équipe de fous. Là, vous êtes forts. Ah non, mais bon, des fois on se dit, nous, parce qu'on se côtoie encore, je côtoie Jean-Luc, Amoros, je lui l'autre jour au téléphone, c'est là, nous, on est un peu vieux et gris, mais on se disait, il y avait des joueurs individuellement, je ne sais pas, évidemment que le football maintenant a beaucoup changé,
mais ça a changé aussi, je pense, beaucoup plus dans l'aspect purement athlétique, purement physique, ce qui fait que c'est plus dur de jouer peut-être parce qu'il y a moins d'espace, parce que ça va moins vite, parce que les impacts sont plus forts. Mais le côté un peu fantaisie, le côté artistique, le côté créativité, Un joueur que tu as dû aimer, c'était Glenn Hoddle. Ah ouais, bah lui il avait, j'ai toujours dit, c'était un anglais, il avait le passeport anglais, mais pour moi c'était pas un anglais, c'était un joueur techniquement complètement à l'opposé de ce qui est. Ah non, une élégance, ah non, lui pareil, il se salisait jamais le short. Il avait deux jambes, il jouait avec le baston et la galère, comme on dit, le smoking. Et comment ça se passe avec le coach? Et bon, d'abord, j'ai eu Kovac, la première année, Stéphane Kovac. Et là, j'avais beaucoup marqué. Je ne sais plus combien j'avais marqué, 13, 15, je ne sais plus. Et donc, j'ai été bien. Et après, Arsène est venu. Et Arsène est venu avec Marc Atlet. Donc, j'ai été plus ou moins, j'ai joué beaucoup moins. Et j'ai senti que et je pense que, bon, voilà, c'est ce que je disais. Je pense qu'ils n'avaient pas un niveau d'excellence. Souvent, on dit en Argentine, il veut être. Des fois, on se sent plus sûr au mieux dans une équipe moins forte qu'être, on dit en Argentine, on dit il vaut mieux être la queue des lions que la tête del rat, etc. Il vaut mieux être, tu vois, pour... Une expression de Marc. Il y en a plein, on en visitera 2-3 tout à l'heure. Mais après, donc, tu es champion, 2 fois champion quand même. Exact. C'est pas rien. Voilà. Toulouse, Cannes. Après Toulouse. Cannes? Non, pas Cannes. Non, pas Cannes. Paris FC. Paris FC. Paris FC. Exact. Mais la fin de ta carrière au Paris FC, Oui. tu coaches pas à la fin. J'ai lu que tu étais limite à la fin de tu étais joueur-entraîneur, pas du tout. Non. Tu joues jusqu'au Je suis bout. venu à Toulouse, j'arrête, j'ai déjà 33 ans et ça se passe mal à la fin de la dernière année. Bon, j'étais en conflit, mais resté encore. Après, j'ai géré mal ma carrière parce qu'à Monaco, j'avais signé 4 ans et j'ai resté 2. Et financièrement, bon, bref, peu importe. À cette époque-là, on n'était pas suivis, on n'avait personne. Maintenant, les joueurs, ils ont tout un staff, des kinés, des pédicures, des avocats. Nous, on avait. On essayait, oh, comment ça va, qui le boucher, on essayait de s'accrocher. C'est un autre monde pareil. Donc, je finis mal à Toulouse. Et ça y est, j'avais fait à Toulouse la dernière année, je me suis inscrit à la fac, à l'Institut d'administration d'entreprise, pour justement comprendre un peu l'histoire des impôts. J'avais une idée de faire des gestions un peu avec les joueurs, etc. Et un jour, donc, Carlos Bianchi, qui m'avait donc dit de venir en France, etc., et il m'appelle, j'étais à Toulouse, j'avais dit je ne joue plus, mais j'ai dit viens parce que Cayazo, M. Bernard Cayazo, il a acheté un club, le Paris FC, il veut être le 2e club de France, et on va tout faire, tu veux pas. Futur président de Saint-Étienne. Exactement, qu'après j'ai été avec lui. Et donc 1 fois, 2 fois, 3 fois il m'appelle, au début je dis non, je ne joue plus, et ma femme, on avait déjà mes 2 enfants, et comme Carlos, il insistait, le président, il m'a fait venir 3 ou 4 fois. Je dis, allez, hop, on déménage encore. Et on est venu jouer au Paris FC. Et on a failli monter, mais il y a eu une histoire encore avec Melon à l'époque. Et on n'est pas monté, mais Bernard Cayazo et Carlos Bianchi, ils avaient l'idée de pouvoir être ce 2e club de Paris. Chose que ça, c'est pas non plus très compréhensible. Et qu'à Paris n'est pas. Bon, maintenant, c'est le cas. Racing aussi. Exactement. Oui, mais ça a duré très peu. Pas maintenant, mais ils ont fait une grosse équipe, mais c'est à l'époque Lagardère. Exact. Et après le Paris FC. Et Carlos Bianchi, il est important dans ta carrière. C'est quand même un personnage, c'est un très grand joueur, Carlos. Mais ça reste quand même, il revient à plusieurs périodes comme ça. Et on a l'impression qu'il s'occupe d'Omar. C'est coïncidence, des choses. D'abord, on est du même quartier. Il est supporter du même club, etc. Et au début, il a 10 ans de plus que moi. Donc, pour moi, c'était un idole. Quand j'avais 10 ans, lui, il était déjà à Vélez, il était un crack. Donc, après, quand il est parti en France, je l'ai perdu de vue parce qu'on avait moins, encore une fois, de communication. Mais je garde, là, il arrive en mars, et je garde toujours celui-ci. Ça a toujours été des choses qui se sont approchées, etc. Omar, on arrive à la fin de ta carrière. Qu'est-ce que tu te dis là quand tu raccroches après le Paris FC? On a compris que c'est encore Carlos qui te ramène à Paris. Tu te dis quoi? Tu dis que tu as fait une belle carrière, tu dis que tu es passé à côté de peut-être de grandes choses, ou est-ce que tu es content, tu as exploité ton potentiel?
Oui, je pense que j'ai exploité mon potentiel, mais parce que je n'ai pas su développer ce potentiel, parce qu'à l'époque, encore une fois, je pense que j'aurais pu et avoir une manière de ne pas être dans le doute. J'étais toujours beaucoup à hésiter, tout ce qui est confiance en soi, on ne nous apprenait pas tout ce qui est un peu conquête, sans calcul. Donc, voilà, par rapport à ce qui existait, par rapport aux moyens, oui, parce que quelque part, j'ai fait plein de choses dans lesquelles simplement j'étais guidé par le côté sportif ou économique. Je me suis aussi lancé sur des choses pour apprendre, pour voir. Et donc oui, j'ai fini une carrière, même si finir une carrière, c'est une première mort. Hein, c'est une espèce de dire masse, et maintenant, ça se passe comment? Voilà. Toi, tu vas faire plein de choses, donc tu ne vas pas t'ennuyer. Oui, non, mais... Là-dessus, il n'y a pas de souci. 2 sélections, pareil. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est vrai qu'Omar, toi, je trouve que tu as une très bonne image en France. Je ne parle pas du consultant, là, tu es tout en haut, mais même le joueur, moi je me rappelle de toi et j'ai gardé une très bonne image de toi. Est-ce que 2 sélections, finalement, tu te dis que là aussi, tu as peut-être manqué quelque chose, tu méritais d'en avoir plus? Et ça, c'est pareil, c'est générationnel. À l'époque où j'étais en équipe nationale, il y avait Ramon Díaz, Calderón, Maradona, Escudero, qui après il a joué en Espagne, à Carabel, il avait aussi une génération. Et je dis tout le temps, je ne fais que 2 sélections, mais en même temps, je n'ai fait une et demie, parce qu'avec Maradona, j'ai joué avec lui. Et la deuxième, la première fois, on a joué contre Nigeria, et lui, il est arrivé en retard. Et donc, l'entraîneur, il m'a donné le numéro 10. Il m'avait comme, pendant que Diego il n'arrive pas, allez, vas-y, tu vas prendre le 10. Et il m'a donné le maillot numéro 10. Et j'ai joué, parce qu'on avait fait 3 tiers-temps. À l'époque, c'était des matchs amicaux en plus. Donc, Maradona, après, il est arrivé avec la superbe voiture, là, boum, avec des étincelles, parce que lui, il arrivait 45, il avait 2 montres, mais il ne savait même pas lire l'heure. Donc, j'ai aussi créé un lien avec Maradona dans cet aspect-là, un mec qui on peut pas, oui, on peut pas le mettre comme exemple, mais avec ses revers et ses travers, il a vécu 10 vies. C'est un mec qui balle au pied, je n'ai jamais, le joueur, jamais, Incroyable. Jamais vu un Lui, joueur on peut dire Maradona qui fait partie des 2-3 plus grands joueurs. Ah, pour moi, c'est le plus grand. Pour moi, c'est. Pour toi, c'est le plus grand. Oui, parce que Pelé, c'est une autre époque encore, et Pelé n'a pas été en Europe. Pelé, il a joué au Brésil, oui, certes. Bon, il a été champion du monde, mais Maradona, ça a été le premier qui malgré qu'il n'avait pas les réseaux, c'est quelqu'un qui a uniformalisé le foot. Hein. Moi, j'allais à l'époque, je me suis en Afrique, je présentais mon passeport. Ah, Maradona, partout, tu allais, Maradona. La première chose, c'est un Argentin. Exact. Mais encore plus, parce qu'ici en Europe, il y a toujours plus il y a eu une espèce d'information logique. Maradona, il vient de bidonville où Maradona a grandi. Même nos aliments les plus détestables, on ne peut pas les mettre là-dedans. Donc, ça, c'est pareil, toi, et on a toujours essayé de qu'il puisse être exemplaire, qu'il puisse essayer, alors qu'au même temps, vous imaginez, hein, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, donc, et puis il a été milliardaire, il avait 15, 16, 17 ans, il avait déjà, je ne sais pas combien de millions de dollars, il avait signé une publicité avec une soda pour 20 millions de dollars, je me souviens, quand il avait, je ne sais pas, 15, 16 ans. Comment vous voulez maîtriser, oui, un petit animal à l'époque. C'était une star, mais incroyable. En 1986, il la gagne tout seul. Oui, C'était un joueur. Là, tu as parlé un peu du Brésil, ça m'intéresse. Cette rivalité entre Brésiliens et Argentins, elle est réelle. Qu'est-ce que ça représente pour un Argentin de jouer contre le Brésil et de battre le Brésil? C'est quoi tu pourrais le comparer à quoi en Europe, par exemple? Est-ce que ça existe? Et non. Et non, parce que quand on parlait tout à l'heure de l'état des Argentins en Amérique du Sud, encore une fois, et en Amérique du Sud, on n'a pas la notion d'adversité. Et le Brésil, c'est un ennemi. Et ils continuent, hein, Copa Libertadores, et là, l'autre jour, ils ont joué encore, le public, ils se sont catastrophiques. Donc en 2026, ils n'arrivent pas à essayer de pouvoir couper, parce que, c'est ce qu'on disait, parce que le football, il est positionné dans une exagération où rien n'est rationnel, rien n'est avec des reculs, donc ça continue à exister.
Et moi, je dis que le Brésil, pour moi, ça a été toujours le fabricant, ça a été l'usine des les meilleurs joueurs du point de vue quantité. Le Brésil a toujours exporté et sorti, alors que l'Argentine a fait, disons, l'excellence de l'excellence. Di Stefano, Maradona, Messi, pour moi, ils sont légèrement dessus. Mais je suis argentin. Je te ramène sur une plage, je crois que c'est à Copacabana. Pareil, une anecdote avec un personnage que tu connais très très bien, je peux être content de le voir aussi. Omar es muy defensor de la camiseta argentina, del buen fútbol, del toque, de Messi, de Maradona. Miren, un día les cuento, estábamos en Copacabana, había sido la Copa América o estaba jugándose la Copa América y fuimos los amigos, éramos 3, 4, fuimos a la playa con nuestras bicicletas, la mochila, a jugar fulbito con unos brasileños. ¿Qué pasó, Omar, con todo eso en toda esa historia de ese día? Bueno, que la pasen bien, te felicito y sos un gran tipo. Te mando un abrazo. Ça te fait rire, là c'est Fernando. Exactement. Fernando Ancho encore, pareil, c'est un du quartier. Et là, vous êtes sur une plage à Copacabana pendant la Copa América. La Copa América. Et il explique à quel point ce maillot argentin il est important pour vous. Je pense que vous faites des petits matchs, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et non, mais parce que comme il y a une rivalité, etc., donc on montre qu'on est argentin. Mais en même temps, au Brésil, il y a pas mal d'insécurité. Et on dit tout le temps, les touristes, faites gaffe. Mais nous, on a été, quand on était très jeunes, on y allait souvent, on ne peut pas dire pour toutes les causes pourquoi on y allait, mais on allait souvent, parce que nous, on était dans la dictature, donc il y avait un petit peu plus de liberté au Brésil. Donc on se faisait 48 heures de bus, parce qu'on n'avait pas d'argent. C'était 2000 km, il fallait faire, pour faire un peu de danse brésilienne, etc. On passait des heures dans le bus. Et ce jour-là, donc... on allait aller jouer au foot, etc. contre le Brésil. Et en même temps, on a dit on va faire un seul sac de valeurs parce qu'on sait qu'ils peuvent nous voler, patatim, patata. Donc on se prépare. Donc on avait amené même une chaîne pour l'attacher, le sac, je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, les Brésiliens, donc on a posé, on était les 4, on était comme ça. Et ils sont venus, les Brésiliens, avec le bruit, et toi, ils ont des techniques, des professionnels. Donc il y en a un qui est venu, l'Argentine, gioco bonito, papa, et l'autre, donc ils nous ont distraits. 2 minutes, poum, ils nous ont volé tout le sac avec le téléphone. Et nous, je dis comment, alors qu'on connaît, qu'on a déjà fait 1000 fois. Parce qu'ils nous ont tout volé. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu vas dans une plage qui s'appelle le Lebon, il t'a tous les téléphones pour t'appeler. Déjà, tu appelles, tu coupes ta carte bleue, le téléphone, tu vois, tout est organisé. Donc, ils savent déjà qu'il va y avoir des vols. Et après, si tu es autrichien, allemand, etc., tu appelles directement et tout est coupé, tout est organisé pour l'assistance du vol. Ils ne sont pas remontés dans ton estime, en tout cas sur ce coup-là. En tout cas, une belle anecdote de Fernando, qui est pareil, qui est l'un de tes meilleurs amis. Exact. Et qui te fait qu'il a aussi un karma extraordinaire parce qu'il va avoir 10 ans, 12 ans, etc. Il va avoir un problème au cœur. Et il va faire une des premières opérations ouvertes, à cœur ouvert. Et vous savez comment on l'appelle, lui? Anchoa. Anchoa, c'est anchois, sardine, parce qu'il est ouvert comme une sardine ici. Il a toujours, quand on est à la piscine après, mais à l'époque, vous imaginez la cicatrice, il a tout le corps avec les trucs ici, tu vois, il a une cicatrice, on dirait une fermeture éclair, et on l'appelle comme ça. Et voilà, il a des médicaments, etc. Encore une fois, de Buenos Aires, du même quartier, des lumières, c'est tout. Exact. Donc, on remercie tes amis. Et qu'on se connaît, oui, 60 ans. Lui, il a 65. Il était de notre quartier aussi. Ouais. C'est ça qui est magnifique aussi. On est encore à rigoler, à exister, à se parler, à faire des choses. Alors que... Ce sont tes amis. Et ça me très... Malgré le fait que tu as dit que tu as vécu 2 fois plus longtemps en France qu'en Argentine. Exactement. Et on a compris pourquoi tu venais. Après ta carrière de footeux, tu vas être agent. Donc, et tu auras des joueurs importants comme José Luis Chilavert, Lucas Bernardi, David Trezeguet. Pastore. David Pastore. Quel Pastore? Oui. Très bien, Pastore. Mais David Trezeguet, tu le proposes, ça m'interpelle. C'est un joueur que tu vas proposer au Paris Saint-Germain. Oui, qui va venir, il va faire un essai à Paris Saint-Germain. À l'époque, c'est Moutier, Deniso et Luis Fernandez qui sont directeurs sportifs, présidents et entraîneurs. Et donc...
il y a un ami qui est argentin qui m'a dit, il y a un joueur que son papa est français, viens le voir, et un buteur. Donc je suis allé en Argentine, il faisait une chaleur, le terrain, il n'y avait même pas d'air, il jouait à Platense, c'est une équipe désastreuse. Et donc il s'est frotté un peu le genou, toi, il avait, je sais pas, 17 ans. Et donc je dis, allez, il a un passeport français, c'était à l'époque, il y avait l'histoire des étrangers, il ne fallait pas plus de 3. Donc je le fais venir, monsieur Denisot, il m'a dit, ok, qu'il vienne à 3 jours au début, donc il vient 3 jours, et après, Moutier m'a dit, ça serait bien qu'il vienne en stage avec nous. Et je dis, bon, d'accord, mais est-ce que vous croyez que, oui, apparemment, papa, oui, c'est ça, et donc il part en stage à côté de Châteauroux, et ils vont jouer un match, et je vais aller le voir, parce qu'à l'époque, il y a Fournier, Guérin, Alain Roche, je me souviens plus, donc... oui, Guérin, qui c'est qui... Et donc je les appelais pour savoir comment ils jouent. Toi, non, il marque des buts, le mec il comprend rien, il dit des fois il y a des thèmes pendant l'entraînement, mais pour lui il marque des buts, tout le monde marque des buts, Et ensuite, quand il restait 2 jours pour finir le mercato, ils sont revenus, etc. Et M. Denisot, il m'a dit, écoute, apparemment, on va voir Luis Fernandez. Luis Fernandez m'a dit, va voir Moutier. Ils ont dit qu'ils ne le prenaient pas. L'un des plus gros ratés du Paris Saint-Germain, quand même. David Trezeguet. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, et après, je l'amène absolument. Après, avec Tigana, qui s'était renseigné. Voilà, c'est une histoire, parce qu'après, il va en équipe de France, parce que Houllier va parler avec quelqu'un qui dit comment ça s'est fait. Mais non, mais il y a des histoires, parce que quand tu vas à Monaco, et il va jouer en CFA, en réserve, et tu sais qui est coté, c'est Thierry Henry et Dado Brzo. Dado Brzo, c'est absolument un autre phénomène. Bien joué, tout exactement. Donc je l'avais pris à Rouen, bon, peu importe. Et donc tu imagines, à Trezeguet, ce jour-là, il avait marqué, je sais pas, 40 buts quand ils étaient en CFA, parce que les deux, et lui, il faisait le coup du golfeur, boum, il marquait comme une de but. Donc après, Houllier, un jour, il m'appelle, il me dit, tu connais Trezeguet? Je dis, bien sûr, mais je vais le prendre. Il va en équipe de France. Qui c'est qui joue en équipe de France? Thierry Henry, Yanelka et Trezeguet. Donc, des fois, il y a des choses... Trezeguet, il va être dans le meilleur moment avec les meilleurs joueurs. Trezeguet, il aurait pu jouer pour l'Argentine. À ce moment-là, tu ne te dis pas... je vais récupérer David Trezeguet, je vais le proposer aux Argentins. Non, parce qu'il était très jeune, et peut-être, oui, et puis bon, comme il est en Argentine, il jouait dans un petit club, donc il est tout de suite venu jouer en Europe. Bon, là, t'en as parlé, je suis obligé de te demander, parce que c'est un de mes joueurs préférés, Javier Pastore. J'ai rarement vu un joueur aussi fin, avoir une aussi belle technique. Il avait tellement tout pour lui, il a fait ça a été incroyable au Paris Saint-Germain. J'imagine que c'est un joueur que t'aimes, c'est obligatoire. Évidemment. Mais ça aussi, il faudra qu'on écrive une novella, parce qu'avec Saint-Étienne, on avait acheté un club. C'est une des meilleures idées que j'ai eues dans le foot. On avait acheté le club de Talleres de Córdoba. C'est le 3e club du point de vue formation. Il y avait Palacios, il y avait plein de joueurs qui sont sortis ensuite. Et parmi ça, on a choisi 5 joueurs. Parmi ces 5-là, il y avait Pastore. Donc on vient à Saint-Étienne et on voit que Pastore, techniquement, on avait été faire un tournoi à Auxerre. Dès qu'il prenait la balle, c'était des légendes, mais bon, tout le monde, il donnait des coups, etc. Parce qu'il était assez fin. Exact. Donc, il va rester, je sais pas, 2 mois, ou je sais pas combien, mais ensuite, ils vont faire des tests physiques. Et dans les tests physiques, je les ai d'ailleurs, Javier Pastore, à l'époque, c'était le test de Cooper, et non, c'est pas sa caractéristique, c'est pas ça. Toi, en Saint-Étienne, à l'époque, il y avait Landrin, Matuidi, Sablé, les mecs, ils faisaient 3000, je sais pas combien, là, je me souviens plus, mais toi, l'histoire de la détente, faire je sais pas combien c'est, les 80 mètres en moins de 6 secondes, je sais pas, il y a plein de mesures qui donnent une espèce de standard pour un joueur de foot, et Javier... C'est du passé, c'est aujourd'hui. Pastore, il fait des amortis qui sont non, mais bon, mais oui, je suis d'accord, mais parce que tu le connais, c'est comme à l'époque, quand il avait 17 ans, et c'est ça l'histoire. C'est la difficulté pour Trezeguet, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est que quand on donne la possibilité à un jeune joueur, on dit il y a un potentiel, mais est-ce que ce potentiel, de quelle manière on le développe, est-ce qu'il va pouvoir... Toi, Omar, moi je... vois tout de suite Mais moi
Moi, quand on l'a vendu, je voulais tout casser, je ne voulais pas. Parce qu'en plus, il faut le dire, on l'a vendu 1 euro symbolique. Saint-Étienne a vendu Pastore 1 euro symbolique. Et il a été à Huracan, en 2e division, une équipe pas terrible, mais qui fait une saison magnifique. Avec, pareil, Pastore, il a 2-3 joueurs extraordinaires, donc ils font une saison magnifique. Il est acheté par Palerme, je crois, 8 millions d'euros. Ils viennent à Palerme, ils jouent, je crois, 1 an et quelques, et est vendu 42 millions à Paris Saint-Germain. C'est le football, c'est le seul système économique qui peut permettre que quelque chose puisse valoir 1 euro et 2 ans, 3 ans après, 48 millions. On l'a vu avec d'autres joueurs, mais donc, tu as quand même rencontré des joueurs. On a parlé de Suzy, là on parle de Pastore, c'est des joueurs quand même qui sont différents, quoi, un truc en plus. Donc tu poursuis. Donc tu t'ennuies pas, tu as arrêté ta carrière, tu es agent, et après tu vas commencer dans les années, je crois 98-2002, tu vas commencer à commenter. Et là tu vas commenter le championnat argentin sur AB Sport, Pathé Sport. Et tu sais que moi je me souviens bien de ça, est-ce que tu n'étais pas Grégory Novak? Bien sûr. Voilà, et moi je commentais le championnat brésilien. J'étais un jeune journaliste. Et Greg commentait l'Argentin avec toi. Et donc là, tu fais tes armes en tant que consultant. Et comment tu te trouves à l'époque en tant que consultant? Tu débutes? Mauvais. J'avais commencé déjà avant. Quand à Canal, ils avaient commencé avec Kiosque. Avec Charles Bietri et Frédéric Chevit et Lucien Davila. C'était en 95. Parce qu'il fallait, toi, c'était le Kiosque, c'était... Exact. Parce que Kiosque, c'était 9 matchs en simultané, au même moment. Donc il fallait... tu sais, c'est à la carte, tu payais je ne sais pas combien et tu avais, Cité de Lorient, d'Auxerre, etc., tu regardais. Donc il fallait 3 consultants, 3 commentateurs, etc. Donc au début, et j'avais commencé là. Mais ton championnat, l'Argentin et après l'Espagnol, ça commence là. C'est-à-dire que là, tu vas commencer et après, tu n'en changeras plus jamais. L'Argentine, l'Espagne, c'est ton football en fait. Exact. C'est le tien. Si. Non, mais plusieurs fois, après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un peu l'Europe? Non, moi, je veux rester. Parce que, je ne sais pas, après, c'est une histoire de sensibilité, des préférences. Et moi, j'y crois dans ce football encore où, oui, voilà, je dis toujours, les épaules, ils vont vers l'avant, qui m'interpellent à tout ce qui est en football, même si le football argentin, des fois, il est un peu plus tendu et âpre. Mais c'est mon football, oui. Là, tu vas après, donc après tu basculeras quand même, avant de rentrer à Bein, tu vas être recruteur à Saint-Étienne pendant 3 ans. Exact. Voilà. 3 ans. Ça aussi, c'était quelque chose qui t'intéressait. Tu as touché un peu à tout quand même. Hein. Tout. Hein, dans le football. Dans le football, j'ai tout fait. J'ai été supporter de mon équipe, j'ai joué, j'ai été agent, j'ai été commentateur, j'ai été recruteur. J'ai touché un peu, oui. Tu regardes quel souvenir de cette période à Saint-Étienne? 3 ans, non? 3 ans et demi, oui, presque 4 ans. Et que j'ai pas pu faire comme je conçois le foot. Moi, je le conçois, les équipes, avec une espèce d'harmonie, d'osmose, de fusion totale entre le président, l'entraîneur et le directeur sportif. Moi, je dis que les clubs, ils devraient fonctionner avec des contrats même. Toi, on y va les 3, avec une vraie philosophie, des critères de sélection, et une vraie entente, des cahiers de charges même, et que si jamais ça va mal, les 3, on s'est fait virer. Moi, j'étais dans cette utopie, parce que sinon, il y a toujours les intérêts contraires. Quand ça va bien, l'entraîneur dit oui, mais c'est grâce à moi, je ne sais pas quoi. Quand ça va mal, il dit oui, mais tu ne m'as pas amené le bon entraîneur. Et le président dit oui, mais comment l'entraîneur, tu vas pas virer l'entraîneur alors que toi, tu veux je ne sais pas quoi. Ça crée toujours, je l'ai vécu un peu dans cet aspect-là, où en plus à Saint-Étienne à l'époque il y avait 2 présidents, donc il y avait très souvent des divergences. Exactement. Et donc, et j'y étais pas prêt. Je dis pas que j'ai passé des bons moments, mais en même temps, je me suis donné à fond. Les premières 2 années, j'ai passé Noël avec le gardien et sa femme à l'Etra. C'était pas terrible, vraiment. Non. Donc, parce qu'à l'époque, c'était les cassettes. Donc, on m'envoyait des cassettes et j'en recevais je ne sais pas combien. Donc, j'avais 3 télévisions, je regardais des joueurs et je suivais. Donc, oui, c'est une très, très belle expérience aussi. Puis en même temps, tu es consultant, tu as fait aussi l'équipe du dimanche. Ah oui. Darren Tuller, Charles Sabatier. Ouais. Que des gens qui sont à Bein, maintenant ils sont tous partis à Bein, etc. Et en 2012, tu rentres à Bein Sport. Et est-ce que tu imagines à cette époque-là, quand tu rentres, que tu vas vivre cette aventure encore aujourd'hui, puisque là, il va y avoir la Coupe du Monde, c'est sur Bein, tu vas encore commenter. Est-ce que tu imagines que ça va durer aussi longtemps? Mais non. D'ailleurs,
Quand Charles Bietri m'appelle, moi à l'époque je faisais l'équipe du dimanche, et j'étais quand même. Tout. Exactement. Donc avec Tuolette, avec l'Italien, je ne sais plus comment il s'appelait, l'Italien des cheveux un peu, mais je me suis un peu... Ouais, j'ai oublié son nom. Ouais, voilà. Et donc, quand Charles m'appelle, il me dit, Omar, tu vas venir avec moi? Je dis, mais Charles, je fais l'équipe du dimanche. J'avais déjà quitté Saint-Étienne, l'équipe du dimanche, j'étais le roi du pétrole, quoi. On s'amusait, c'était très sympa. En plus, comme on disait, les émissions et tout ça, il y avait de l'audience, il y avait une motivation, une espèce d'énergie toujours très positive. Et Charles me dit, je suis franc, il m'avait dit, oui, c'est Al Jazeera, etc. Je dis, mais comment? Parce qu'au début, c'est appelé Al Jazeera. Donc, toi, je connaissais pas assez. Je dis, qu'est-ce qui... Et donc, il m'a dit, de toute façon, tu verras, on va faire une équipe, je vais créer la... c'est Charles. C'est Charles qui a façonné, bien sûr. Qui a façonné toute la rédaction. Oui, oui. Et oui, en plus, donc, il nous appelait, comme tu disais tout à l'heure, des gens des Canal, de l'époque, on est beaucoup. Qui sont venus. Donc là, tu commences à être consultant et tout de suite, tu fais le championnat espagnol? Oui, tout de suite. Tout de suite. Tu es attiré vers ça. C'est un championnat qui t'attire. Oui, bien sûr. Et ça te plaît. Et d'ailleurs, tu continues aujourd'hui? Absolument. Tu commences tous les week-ends, combien de matchs de Liga? 2, 3, mais 2 matchs sur le Real et le Barça tout le temps. Des fois, là, je fais Séville contre, je ne sais pas qui, l'Atlético, je crois. De temps en temps, je fais Messina. Aussi l'Atlético. Oui, mais non, mais Barça et Real Madrid tout le temps. Alors, ça reste une période très forte. Et puis là, tu vas rencontrer, pareil, tu vas me dire comment tu le considères, mais un personnage qui va te coller à la peau et qui va commenter avec toi. Et je ne sais pas combien de matchs vous avez commenté ensemble, mais c'est assez incroyable. Et tout petit déjà, lui, il te connaît. Et raconte l'anecdote. Anecdote, je crois que j'en avais déjà parlé quand j'étais tout petit. J'avais été avec mon père, on avait été à Auxerre, au stade de la Baie des Champs pour voir Auxerre-Monaco. Parce que mon idole, c'était Manu Amoros. Et je me souviens qu'après le match, je faisais des photos avec tous les joueurs qui passaient. Et parmi ces joueurs, il y avait Omar Da Fonseca. Moi, j'avais une photo d'Omar Da Fonseca, j'avais 10 ans. J'ai une photo avec toi, mais il faudra que je la retrouve. Je ne sais pas où elle est, ça serait trop marrant que je la retrouve, trop mignon. Sinon, Omar, toi, on change de contexte, mais j'aimerais que tu me dises, parce que je connais ta carrière, je te connais par cœur, j'aimerais que tu me dises quel but t'aurais rêvé marquer dans ta carrière. Est-ce que c'est un retourné en finale de Coupe du Monde? Est-ce que c'est, je sais pas, une panenka, je sais pas, dribbler 3 joueurs? Dis-moi quel but t'aurais rêvé de marquer dans ta carrière et surtout avec quelle équipe et contre quelle équipe? Benjamin Da Silva, qui est un ancien journaliste de Canal+, tu vois, à chaque fois... Je l'ai connu comme ça, on s'est connu. Il était stagiaire quand j'étais à Canal. Lui, il était stagiaire un peu, il faisait des piges et il commençait à commenter, bien sûr. Et votre binôme aujourd'hui est l'un des plus célèbres de la télé, les Dada, Da Silva, Da Fonseca. Vous faites les jeux vidéo aussi. Tu as commenté, je sais pas, 800 matchs avec lui, 1000 matchs. Oui, je sais pas, vous vous trouvez les yeux fermés, comme sur un terrain. Sauf que là, c'est au micro. Je dis tout le temps que lui, il a une intelligence et une acceptation en plein de domaines, parce qu'il faut savoir qu'on a 20 ans ou plus de différence, on est dans des générations très distantes, et que moi, j'ai une manière de faire, j'ai une manière, très excessive, très exubérante, donc c'est lui qui a été obligé, entre guillemets, de faire des efforts, des fois de s'en accommoder, de s'adapter, de pouvoir m'accompagner, c'est lui. Donc moi, souvent, je dis, écoute, je lui dis, alors laisse, donc je crois que le mérite revient à le fait de que il s'est hyper bien, s'adapté à toi. Oui, sans la prétention de dire que je suis ni supérieur, ni non, c'est le fait de que, oui, je suis moins contrôlable, et lui, il est plus carré. Et en même temps, il a aussi accepté le côté un peu décalé. Toi, moi, je trouve qu'ici en France, on continue un peu à faire les commentaires et les choses très, très carrées, très bon. Je dis pas que c'est mieux, ni je ne veux pas rentrer dans des... C'est pas ton style. Mais c'est pas mon style. Et je le dis souvent, je regarde souvent des matchs, même la Chambre, etc., avec de la chaîne espagnole, mexicaine, argentine, parce que là-bas, il y a une manière d'expression aussi, et de commenter le match un peu plus dans le côté divertissement, spectacle, et un peu plus... Et aujourd'hui, Benjamin, c'est devenu
un ami, comment tu le considères? Oui, parce que certes, on se connaît nos vies privées, et on se chamaille beaucoup. Mais évidemment que je le chamaille tout le temps, parce que du point de vue musical, lui, il aime un ensemble de bruits, toi, les groupes que j'aime pas. Moi, je suis plutôt de la variété française. Je lui chante des variétés Sardou, lui, il connaît pas. Dans les films, il aime les films un peu où je sais pas. Donc, souvent, non, en plein de choses, on est assez différents. Moi, j'ai déjà des petits-enfants, lui, il vient d'avoir sa fille, donc on a des étapes, mais en même temps, oui, on est très liés et très complices. Et donc, à force, vous créez une espèce de duo qui est irremplaçable et inimitable, tous les deux, parce que le duo Da Fonseca, Da Silva, il n'y a pas l'équivalent ailleurs en France. Il n'y a pas deux autres personnalités qui commandent comme ça, il n'y a que vous deux. Donc ça, vous êtes unique là-dessus. Donc après, tu vas avoir aussi ton émission sur Bein. On va te découvrir en tant que commentateur, mais surtout sur certains matchs, sur certaines compétitions. Tu vas avoir des phrases qui vont marquer les gens. Tu vas avoir des expressions. Et moi, en étudiant un peu ta carrière, tout ce que tu as fait, moi, j'ai longtemps cru que les phrases que tu sortais comme ça pendant un match, par exemple, il va lui faire l'amour sans préliminaire, ça concerne la Coupe du Monde, c'était Arjen Robben. J'ai cru que c'était comme ça, inné, mais en fait, pas vraiment, parce que tu es un amoureux du théâtre, tu es un amoureux du cinéma, et je crois que tu notes énormément de répliques, de textes, et que ça infuse dans ton esprit, tout d'un coup, tu sors des phrases, tu fais des mélanges, mais quand même, tu es très curieux. C'est ça que je voulais que tu dises, parce que les gens ne savent pas, je pense, ça. Je dis que il y en a des fois, ils me disent, mais t'as inventé ça? Je dis, j'ai rien inventé, les mots sont déjà inventés, j'ai aucune prétention de rien. Et c'est vrai que je lis beaucoup, j'entends, j'aime les mots. Je trouve que le français, déjà, il y a plein de particularités, votre prononciation, la manière des quantités de mots qui peuvent dire la même chose, etc. Je dis tout le temps, mettons le mot vert, le verse, le vert, la couleur vert, l'insecte, le vert, et on y va vert, il y a des mots, on ne s'aperçoit pas quand c'est sa langue, sa propre langue. Donc, en même temps, je laisse toujours une aménagement. Je sais que je plein des trucs, mais comme tu dis, je les mélange. Des fois, je commence des phrases, je ne sais même pas où j'y vais, mais j'y vais quand même. Par exemple, la titularité. Exactement. C'est ton doigt, toi. Exactement. Moi, je sais que ça se dit pas, mais titularisation, ça me fait moins alors que titularité, mais. Et à Bein, il te laisse travailler. C'est aussi un endroit où tu peux. Oui, ça, il n'y a pas de. Commenter, je n'ai jamais eu quoi que ce soit comment. C'est quand même un luxe aujourd'hui, on te laisse travailler, on te laisse dire papillon, tu dire ce que tu veux, et ça c'est quand même... Si, en même temps, je n'emploie jamais des mots belliques. Je ne dis pas combat, duel, les armes, tout ça. Je ne dis jamais des mots vulgaires. J'essaye à tout moment de cet aspect-là, qu'il n'y a rien qui échappe et qui puisse être mal interprété. Finalement, tu es un homme de lettres. Parce que le théâtre, t'aimes beaucoup. Oui, je vais. Si, j'y vais assez souvent. J'essaie d'aller les vendredis. Bon, mais je ne suis pas non plus spécifique. Je peux aller voir des comiques, des pièces que je ne connais pas. Mais ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Voilà. Si, beaucoup. Et après, on retrouve ça à l'antenne. J'ai noté quelques phrases. Tu vas me dire ce que ça veut dire. J'ai pas tout. Voilà. Il y en a une, évidemment, ça concerne Messi. Tu dis, le jour où Messi arrêtera le foot, même les ballons vont pleurer. Oui, parce que je suis persuadé que lui, il représente un peu, c'est lui, c'est là que quand on est à l'école, qui joue dans la récréation, toi, dans la récréation, c'est le mec ou le chien qui court derrière le ballon, toi, qui a une espèce d'instinct, peu importe le résultat, peu importe l'enjeu, peu importe, lui, c'est vraiment c'est lui qui représente pour moi un peu le côté insouciant et le côté dribbleur et techniquement très doué. Et lui, tu l'aimes? Je l'aime d'amour, si, je lui plusieurs fois, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Je l'ai chanté plusieurs fois. Oui, je l'aime. Ça, Benjamin, j'aime pas.
Johnny Hallyday, non. Non. Que je t'aime. Que je t'aime. Non. D'ailleurs, tu disais une belle phrase parce on a souvent reproché à Messi en fin de carrière de ne pas trop courir et de marcher. Toi, tu dis pas, tu dis Messi, il court pas, il réfléchit. Oui, parce que à force de pouvoir, des fois, tu te dis mais comment ça se fait? Comment il arrive à détecter? Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Il est toujours, très souvent, dans l'endroit où il faut, dans le moment que le match il le réclame, dans la situation la plus appropriée par rapport à ses coéquipiers, et ensuite il va utiliser le geste juste au moment précis. Il y a des choses qui sont... il a une inspiration tellement... oui, des génies, c'est ça, les génies sont ceux qui font différemment de tout ce que les autres ils peuvent faire. Par exemple, sur le VAR, la vidéo, 2-3 fois ça t'a énervé, t'as dit il n'y a pas besoin d'avoir fait la Sorbonne pour voir que là, il y a faute ou hors-jeu. Ça t'énerve aussi des fois de cette espèce de... Comment dire, de règles là où on dit on va aller voir la vidéo, là, toi tu dis on le voit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Oui, je ne sais pas si... Des fois, encore une fois, je suis dans l'utopie, j'ai 66 ans, je suis très vieux, donc même parfois, j'imagine, quand des fois il y a des trucs, je dis, pourquoi on ne va pas lui demander au joueur s'il a touché la balle, ou s'il a fait... Je dis, moi, j'y crois dans l'utopie, je dis, à un moment donné, pourquoi on n'arriverait pas à essayer de vivre dans un monde, même pas des bisounours, et donc... oui, moi j'y crois, j'aime pas trop ce qui est sophistiqué, tout ce qui est... Je crois que des fois il faut se faire confiance un peu plus. Allez, une ou deux phrases comme ça. Il a centré pour la tête du serpent. J'avoue, je n'ai pas compris. Mais... Et oui, parce que quand on le centre, il est à ras de terre. Quand le mec il veut centrer, mais la balle il ne monte pas. Ça c'est une phrase très argentine. On dit que comme les serpents ils sont par terre, et c'est un centre pour la tête des serpents qui sont par terre. Parce que la balle, il ne prend pas de hauteur. Tu vois, j'ai compris maintenant l'explication. Bon, là, je crois savoir, mais tu dis, pareil, c'est une chanson, c'est vrai que tu es très chanson aussi. Tu dis plus long que la chanson Only You. Et oui, parce que Only You, c'est une chanson où il n'y a pas de rythme. Donc, quand le match il est un peu fatigué, j'ai osé dire ça, oui. Et après, des phrases aussi qui parlent le plus aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Tu dis, il y a des jours où garder le sourire, c'est plus difficile qu'un ciseau retourné. Là, des fois, t'es poète aussi. Parce que ça, c'est presque de la poésie, là. Oui, parce que, encore une fois, je suis dans une période de ma vie où moi, j'y crois à l'humanité et je crois qu'on est bon. Et quand on est dans le conflit, quand on se fâche, je dis tout le temps, il faut pardonner vite, aimer vraiment, s'embrasser doucement et rire sans cesse. Ça, c'est la phrase que je me donne tous les matins. Et pourquoi moi, quand je te vois, quand je t'écoute, encore, moi je regarde beaucoup la Liga aussi, pourquoi t'as jamais été sur scène? Pourquoi tu fais... Non, mais je rigole pas, je suis sérieux. Pourquoi t'as pas fait de one-man show? Parce que je suis certain que les gens viendraient te voir. Beaucoup de personnes me disent ça. Non, moi j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être chanteur. Ça, c'est... J'aurais vraiment... Quand j'étais jeune, j'ai fait l'école des fans en Argentine. Quand j'avais 12-13 ans. J'essaye pour tous les moyens de récupérer les images et j'arrive pas. Et moi, je suis très... quand on va en Argentine, c'est pour ça, il faut que tu ailles. Tu connais, tu as déjà été, toi, en Argentine? Non, jamais. Bon, il faut que tu ailles. Tu verras que l'Argentin, il est un peu comme moi. Il n'est pas comme Messi, toi. Entre Maradona, c'est ça c'est ce qu'on dit. Maradona, c'est le vrai représentant argentin. Maradona, il parle, il gesticule. En Argentine, on a l'habitude, il y a du bruit dans les restaurants. C'est pas très discipliné, mais on s'est nourri, on vit ça. On a une espèce de vouloir avaler, toi, alors que l'Europe, il est un peu plus réservé. Je dis tout le temps, en France, on est un peu économe en émotion, on est un peu radin de vouloir s'exprimer. Ça t'énerve. Et ça m'énerve.
Des fois, comme moi, mes petits-enfants et tout, je dis, va, développe, attends, oui, essaye de t'exprimer, exprime-toi d'une manière polie, sois toujours poli, sois toujours, mais fais, exprime-toi, prouve-toi que tu peux avoir des échecs. Je dis, tu verras qu'après, quand tu seras vieux comme moi, les échecs, tu te diras, mais mince, heureusement que je l'ai tenté, et mince, qu'est-ce que c'était dur, mince, qu'est-ce que j'ai réussi. Tu auras toujours quelque chose comme une anecdote. Que ceux qui font, qui se trompent. Mais oui, mais évidemment, plutôt que... Et des fois ici, on est... Mais moi mes petits-enfants, ils font du vélo, etc. Mais ma fille, attends, il faut mettre le casque. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va mettre le casque des fois? Où t'as le coudière? Je dis, on va où? T'es un petit cool, ils doivent bien t'aimer tes petits-enfants. Parce que... Ah oui, beaucoup. Ça, c'est aussi une autre raison de vivre, cela. Et je sais aussi que tu as des vraies valeurs, que tu veux pas non plus faire n'importe quoi, et qu'il y a des choses qui sont assez claires pour toi. On en parlera d'ailleurs juste un petit peu après. Mais voilà. La France, l'Argentine, on a l'impression que en fait, ça te va, ces deux pays. Tu as trouvé un deuxième pays, mais qu'aujourd'hui, tu es un peu des deux, en fait, non? Oui. D'abord, mon grand-père était déjà portugais venu, exilié, parce que c'était... Donc, il m'a toujours... c'est lui qui m'a amené au stade tous les dimanches, la même place, après les raviolis, manger les pâtes, etc., tout le temps le même... Et donc, oui, et puis je viens d'une éducation, oui, nombreuse, où on a toutes sortes des idées, des divergences, des débattre. Et après, la vie m'a donné l'opportunité de que je suis issu de l'Argentine, né, l'école, et tous mes amis, les bases, peut-être ce qu'ils ont formaté moi, si on peut dire, mais ça fait 40 et quelques années que je vis ici et que j'aime beaucoup de la France dans tous les domaines. Je voyage beaucoup en France, et je continue à dire que des fois on se plaint, ça aussi, on se plaint parce qu'on a tellement de belles choses et de bonnes choses qu'on tombe dans le confort. Et à partir du moment où on est dans le confort, on se dit, ah oui, mais voilà, ça, la peinture, elle n'est pas très horrible, hein, parce qu'on serait... Alors que quand tu es dans l'activité, tu te dis, ah, je vais le peindre, mais d'une autre couleur. Il y a une autre manière de vivre l'histoire, et moi, je suis pour celui de la conquête. Les deux te vont bien. Mais bon, très très bien. Je dis tout le temps, quand on joue l'Argentine-France, tout le monde se moque de moi, mais quelque part, j'ai 50% de moi, mes petits-enfants, ils sont tous pour la France. Hein, l'Argentine, ils ne veulent rien savoir. Hein. Ma fille, pareil. Mon fils, un peu. Mon fils, il est plus argentin même. Et donc, quand j'ai fait la finale, et j'ai fait le quart de finale en Russie, non, quart, c'était. Et j'ai commenté. Et huitième. 4-3 pour la France. 4-3 pour la France, super match, exactement. Ouais, super match en 2018. 2018. Voilà. Là, t'es neutre? Ouais. Oui, bien sûr. Le meilleur gars, tu dis? Ouais. Oui, et puis j'essaye en plein de... souvent, moi, je ne sais pas quel match, etc. Je me suis même fait critiquer par l'ambassadeur argentin. Il m'avait envoyé parce que j'avais dit que l'Argentine n'avait pas... Moi, quand Messi, à un moment donné, il tapait de la pointe, je dis, pourquoi Messi il tape de la pointe? Mais c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Voilà, je essaye de faire une remarque, mais zéro prétention, je le dis à chaque fois, je dis moi j'ai zéro prétention de dire qu'il y a un savoir ou une connaissance, une certitude en rien. J'ai zéro certitude en rien dans ma vie, mais rien. Hein. Et pourtant tu pourrais. Donc on a vu l'Omar joueur, on a vu l'Omar agent, on a vu l'Omar recruteur, l'Omar commentateur, l'Omar chanteur, et il y a le Omar aussi organisateur, parce qu'aujourd'hui tu organises des matchs de foot, ça passe par toi, c'est toi qui fais les équipes, c'est l'espèce de petit tournoi ici les Moulineaux, et ça marche très très bien, et d'ailleurs on t'a surnommé, je sais pas si tu le sais ça, le gentil Giroud. Alors attends, j'ai un message pour toi d'un garçon qui joue avec toi, et je l'aime beaucoup, j'aime. Omar, c'est la personne avec qui on a envie de jouer au foot. C'est quelqu'un qui propage le bonheur. Et quand on n'est pas bien, on vient voir Omar, on joue au foot avec Omar et puis on a le bonheur au pied finalement et c'est fantastique parce que c'est l'animateur, c'est celui qui donne du plaisir aux autres en les rassemblant, en les réunissant, en leur permettant de partager une passion commune.
Et moi, j'ai juste une question, parce que ça fait des années que je joue avec Omar et je ne l'ai jamais vu rater un penalty. Ma question, c'est comment il fait pour prendre toujours les gardiens de but à contre-pied. Allez, ciao. Alors, c'est Zizek Belkebla, qui est aussi consultant à Canal+. Il est un grand monsieur, j'adore. Qui écrit des livres, qui est d'une richesse, Zizek. Extraordinaire. Dans la famille Zizek, on joue au foot parce qu'Aris Belkebla, qui joue aussi à Angers, il a joué à Brest. Je les connais. C'est un super joueur, équipe d'Algérie. Un petit mot sur... après, on reviendra sur le penalty. Tu vas nous dire ton secret quand même, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Mais dire que Zizek, des fois je lui dis, pourquoi tu te présentes pas là? Mais pourquoi ces gens-là qui ont des valeurs et qui connaissent et qui savent de quoi ils parlent et qui ont une crédibilité, une capacité. Moi, je l'aime d'amour. Bon, il le sait, mais je le connais. Lui aussi, hein, t'as vu le message. Mais donc, des fois, je dis, pourquoi ces gens-là en plus, qui sont désintéressés, parce qu'ils vivent normalement, c'est ça qu'il faut qu'on puisse mettre en avant. J'en connais un paquet. Bon, non, mais comme lui, non, lui, il est vraiment en haut de la pyramide. Oui, il est tout en haut. Et donc, parle-moi un peu de ces matchs de foot ici à Issy-les-Moulineaux que tu organises. Ça a toujours d'abord été quelque chose que je préconise parce que, comme dit Zizek, moi j'y crois toujours que la vie ça se passe avec des gens, qu'on doit échanger, qu'on doit être avec les autres, qu'on doit faire. Donc, toujours, ça fait, j'ai pas 20 ans, avec monsieur Charles Bietri, quand on était à Canal, il m'avait dit, toi que tu es, organise les journées, etc. Donc on a commencé à organiser avec Lucien Dabila d'ailleurs, et les équipes et des choses comme ça. Et quand il est arrivé à Bein, il m'a dit, il faut aussi que tu organises, on avait été au karting, on avait fait du bowling, mais surtout le foot. Et donc, j'organise tous les lundis et tous les jeudis, de midi à 13h30, on fait 45 minutes, on est dans la liste à 137 parce que tout le monde vient. Il y a beaucoup de gens de Bein, parce qu'ils sont prioritaires, entre guillemets. Mais après, il y a des journalistes des canals, des journalistes. Mais il y a le monsieur qui vont là, qui est la teinterie, le garçon qui est ici, tout le monde. Tout le monde. Non, mais il faut s'inscrire. On a une. Non, mais ça coûte. Que tu sois charcutier, de journaux. Le but, c'est pas. Tu peux venir. Le but, c'est pas bien jouer au foot. Le but, c'est venir avec une espèce de bien-être, accepter. Bon, tout le monde veut gagner. De temps en temps, ça gueule un peu. Tu sais comment c'est dans le foot. Mais il y a des vieux. Moi, je ne peux plus jouer. Je suis lamentable. Je suis le plus nul des grages. J'ai des prothèses. Je suis là. Mais moi, ça me sert. Je le dis tout le temps. Moi, ça me sert. Le coup d'œil, on m'a dit que tu avais quand même le coup d'œil. Ça me sert des psychanalyses. Parce qu'encore une fois, parce que en plus, toi, des grands, des blancs, des noirs, des rouges, des petits, des filles, on est 150 et je fais les équipes, je lave les maillots, je réserve le terrain, je fais je convoque, je fais les groupes. Ah non, c'est un emploi du temps important. Organisateur. Alors, comment tu fais, Omar? Parce que on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs qui ratent tes pénaltys. Avec maintenant une manière de tirer que moi j'ai du mal à comprendre, le petit saut. Il y a qu'un joueur qui le fait bien, c'est Neymar. Ça. Tous les autres veulent le faire. Et par exemple, au Paris Saint-Germain, cette année, on a vu qu'ils avaient raté beaucoup de pénaltys. Donc, là, en exclusivité, Omar, on va dire comment on tire un pénalty, Omar? Non, mais d'abord, j'en rate aussi, parce que bon, comme l'autre jour, j'avais arrêté. En plus, nous, on joue sur des moitiés terrain, donc on est beaucoup plus proche, et la cage, elle est un peu petite, mais on est beaucoup plus proche. Et je ne sais pas, moi, je ne sais pas s'il y a une technique bien précise. En tout cas, la mienne, c'est essayer déjà du départ de dire, je vais essayer de la mettre, j'essaie de regarder, mais normalement, je pars toujours avec une idée de choisir le côté. Et au niveau de la surface du pied... Non, toujours plat du pied, oui. Soit je le ferme un peu, mais sinon... Pas de panneau, non, ça je ne sais pas faire. Mais j'en rate, et puis maintenant, ça y est, c'est fini, j'ai du mal. Plus ça va, moins j'ai des forces, moins des... Brahim Diaz qui tente une païenka en finale de la CAN, surtout dans des conditions particulières, hein. Le match avait été arrêté pendant 20 minutes. Tu te dis c'est un imbécile, c'est... Qu'est-ce que tu te dis? Non, moi je dis pas ça. C'est pas le moment. Non, voilà, non, c'est pas le moment. Ça, c'est sûr. C'est pas parce que. Oui, mais Zidane, il avait tenté. C'est très bien aussi. Oui, voilà, bien sûr. C'est l'autre jour qui c'est qui l'a fait. Rafinha, il l'a fait aussi.
Et c'est toujours pareil. Le constat de l'échec est à la limite plus facile à faire parce qu'on a déjà l'évidence. Or, je crois qu'à la base, il a voulu, il en était persuadé que le gardien il allait plonger des deux côtés. Donc, peut-être qu'il a, comme on dit, une espèce de vouloir s'incorporer un peu plus des valeurs en faisant ce geste-là. C'est un vrai geste technique. Exact. Et si tu marques là, tu as un peu le côté, l'orgueil qui peut se sublimer un peu parce que tu tentes un geste plus difficile et qui est plus original, ça c'est évident. Mais bon, quand ça va moins, il y a le résultat c'est l'opposé. Quand tu loupes, tu te fais massacrer. Quand tu le réussis, et Mbappé, voilà. encore une fois, il a réussi très très bien. On voulait comprendre, nous, sur Charlie, si le Omar consultant était le même que le Omar dans la vie de tous les jours. Et donc, on s'est rapproché de personnes qui te connaissent. On a vu tes amis, on a vu des gens avec qui tu es tous les jours. Mais là, on va rentrer dans le cercle privé d'Omar. Et on a donc demandé à Léa. Je dirais qu'il est, oui, en effet, pareil dans la vraie vie que derrière son micro. En effet, on a grandi avec plein de vocabulaire, plein de bruit, on parle beaucoup, on communique beaucoup sur tout, on est très ouvert. Il y a peut-être un côté qu'on voit moins sur le plan professionnel, c'est son côté très sensible. Il est capable de pleurer devant ses petits-enfants qui arrivent à faire du vélo. Il est très exigeant, très attaché au respect des règles, des valeurs, de l'image qu'on peut renvoyer de nous et de toujours se rappeler de qui on vient, de où on vient, de ce qu'il nous a transmis. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur dans notre vie privée, mais il y a aussi des attentes et des exigences qu'il nous a toujours transmis et communiquées. Léa, ça t'émeut? C'est très subjectif, évidemment, parce que c'est ma fille. Et on dit que c'est la fille, non, c'est la femme la plus importante d'une vie d'un mec. Elle t'émeut, Léa, c'est vrai que je dis quelque chose de très fort. Mais elle a raison, elle dit que c'est sensible, la preuve. Je ne sais pas si après c'est une histoire d'étape de vie, non? Je crois que ça va avec. Quand on est très jeune et on est au début, on est tellement à la limite ciblé par une espèce de futur, par une espèce d'aller conquérir des choses qu'on ne s'attarde pas. Là, mon avenir est derrière moi, donc oui, je crois qu'on devient, on se laisse un peu imprégner, j'en sais rien, si c'est bien, si c'est... Tu peux être sensible, hein, c'est pas forcément un défaut. Non, je ne le conçois pas ni comme une qualité non plus. Je crois que ça dépend, je ne sais pas. Mais Omar, je crois que tu es très très fier de ta fille, surtout, de tes enfants, oui, et la oui. Romane aussi. Moi, j'ai 2 filles, et je sais ce que c'est. Je sais avoir des filles, pour le coup. Et Romane, je veux aussi le remercier, parce qu'il nous a beaucoup aidé dans cet entretien. Mais voilà, Léa, je savais que tu étais très fier d'elle, sur ce qu'elle fait aujourd'hui, sur sa vie, sur... ses petits-enfants, ses petits-enfants aussi à toi. Voilà. Bien sûr. T'en as 5, c'est ça? Et 4,5, le 5e il arrive. Exact. Il m'a dit. Il a On a beaucoup parlé avec Roman et je le remercie parce qu'il nous a beaucoup aidé pendant. Oui, parce que déjà, si vous avez touché les Argentins, c'est parce que. Exactement. Il fallait passer par la famille. Exactement. On va terminer par un petit. Alors, on n'appelle pas ça le quiz chez nous, on appelle ça le Charlize. Mais c'est exactement la même chose. Je vais te faire un petit Charlize. Tu as le choix à chaque fois. Je te préviens, elles sont dures les questions. Tu as un joker. Donc, sont dures les questions? Oui, elles sont très dures. Les choix sont très durs. Donc, t'as un joker. Tu peux le garder, tu peux l'utiliser quand tu veux. Mais tu dois me répondre franchement. Et puis tu me dis ce qu'il est. Barça ou Real? J'étais Real toute ma vie. Pendant en Argentine, c'était Real, mon grand-père, etc. Et comme on n'avait pas à l'époque, Barça n'existait pas. À l'époque de Real, de moi, de Di Stefano, de Copas, etc. Et nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, de moyens. Donc on mettait un petit pantalon blanc, des chaussettes blanches et un t-shirt qui était plutôt jaune. Donc on disait Real, Real. Donc j'ai toujours été plus
Et ensuite, quand le Barça a commencé et qui nous a fait vivre l'époque que j'ai vécue, qu'on a vécu, je dis tout le temps, c'est ce qu'on a oublié peut-être de dire pendant on parlait de Da Silva et moi comme consultant. Nous a eu la chance de vivre, pour moi, le football le plus resplendissant avec cette dualité de Real Madrid, de Barcelone, de Ronaldo, de Messi, de Mourinho, de Guardiola, de Real Madrid, Barcelone. On a vécu 10 ans, je ne sais pas, 12 ans, je ne sais plus combien, d'une dualité, d'une espèce de... que je ne sais même pas si on pourra, avec une excellence, avec les deux équipes. C'est pour ça, ouais. Aujourd'hui, Pedri, je sais que c'est un joueur que... Voilà, ça fait partie de ta latte, tu comme on dit, kiffer. Voilà, donc le foot, c'est celui-là. Exactement. Bon, mais à l'époque aussi, il y avait Xabi Alonso, Makelele, Bale, Benzema, Ronaldo. Donc c'était quelque chose. Donc allez, s'il faut que je dise, maintenant Barcelone. PSG ou Monaco? PSG parce que comme après je suis venu habiter ici et j'ai une relation très proche avec la direction parce qu'on travaille pour la même boîte, donc je suis invité souvent et parce que je connais plus cet accès, malgré que Monaco, là ils ont fêté les 100 ans, ils m'ont invité, on y était, et je suis allé il n'y a pas très longtemps, donc c'est dur, mais bon, oui, PSG. Une question plus facile pour se détendre un peu. Franco Armani ou Dibou Martinez? Plus facile. Non, je crois que tu allais choisir. Non, non, Franco Armani, parce que... le gardien de 2018, ouais. Dibou Martinez, le gardien champion du monde en 2022. Parce que Dibou, il est un peu pareil, c'est un peu un exemplaire au moment de l'euphorie, pouvoir se contenir, pouvoir à un moment donné... prendre de recul. Je crois que lui, il a un âge, une expertise, une famille, etc. Mais bon, actuellement, en Argentine, il est considéré comme le meilleur gardien du monde. Donc, et c'est peut-être même le meilleur. Avec Courtois, peut-être? Ah oui, non, moi je pense que Courtois, Joao Garcia aussi, celui de Barcelone, il est très très fort. Allez, on continue. Di Maria ou Cavani? Di Maria. Di Maria. Je sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup. J'adore aussi Di Maria. Pourquoi tu l'aimes bien? Parce que j'aime bien ces joueurs qui dérogent un peu, toi, physiquement, et c'est pas des joueurs qui transcendent à travers la puissance, à travers la force, non, c'est d'extérieur du pied, c'est de Rabona, c'est une mentalité aussi de jouissance, et bon, je le connais pas mal, et il exprime en dehors aussi cette manière de... C'est une personne extrêmement gentille aussi. Très. Ça, oui. Rarement vu déraper sur un terrain, voir des mauvais gestes. C'est pas Di Maria, c'est par contre la technique. Magnifique. 3 questions, t'as pas pris le joker. Mbappé ou Lautaro Martinez? C'est dur celle-là. Lautaro Martinez, c'est un joueur que j'aime, il me ressemblait plus à moi, c'est à la limite. Toi, un joueur plus dos au but, un peu couverture de balle. Mbappé, c'est l'attaquant moderne. Vitesse, manière de finaliser toujours très juste. Il y a très peu de déchets dans le côté finalisation. C'est où il faut avoir le côté émotionnel bien réglé à l'intérieur. Parce qu'au moment où tu fais ton geste pour finaliser, il faut que tu sois une apaisanteur. Quand il y a le doute, quand c'est crispé, le pied, il peut... Donc, allez, bon, je vais dire Lautaro Martinez, parce qu'en plus, il est argentin. Oui, moi je vous écoute régulièrement sur Bein, sur la Liga, et j'ai quand même l'impression que tu aimes Mbappé, qui est très critiqué en France. Pour quoi qu'il fasse, Kylian, on a l'impression que ça convient jamais à certains, qu'il est jamais assez fort. Au PSG, c'est le meilleur buteur, c'est historique du Paris Saint-Germain, il est très critiqué par les supporters. J'ai l'impression que toi tu aimes le joueur. Oui. Parce que d'abord, il a un métier spécifique que pour moi reste le plus dur à consolider. Et lui, c'est un buteur, et être aussi performant à l'auteur qui met la barre de but, qui marque tous les ans, etc., dans une régularité de cette performance,
peu de joueurs peuvent rentrer dans ce cercle. Donc, à partir de là, après, on peut dire, oui, utilise la vitesse, il est moins technique, comme on peut par rapport à Cavani peut-être aussi, mais si on parle dans son football maintenant très modernisé, très quantitatif, parce qu'il faut courir beaucoup, parce qu'il faut courir très vite, parce qu'il faut l'intensité et tout ça, et le côté statistique de ce but, et je continue à dire que Mbappé, il est exceptionnel. Oui, d'accord. Alors là, il faut que tu choisisses un camp, parce qu'en Argentine, on est soit l'un, soit l'autre. César Luis Menotti, champion du monde 78, ou Carlos Bilardo, champion du monde 86. César Menotti, mais de loin, Menotti, je l'ai eu comme entraîneur, c'est lui qui m'avait convoqué. Et là, on est dans la lecture, pas simplement dans le foot, sinon dans la vie. Tu vois, Bilardo, c'était ce qu'on parlait tout à l'heure. Et il allait, vous savez, quand lui il jouait, il rentrait sur le terrain avec des aiguilles. Et quand il y avait le mur adverse, il se mettait lui et il lui mettait l'aiguille à l'adversaire. Donc l'adversaire, boum, il lui mettait un coup, carton rouge, etc. Après, bon, là, il a plein d'anecdotes, toujours dans ce côté limite raccourci. Tu sais, quand le jardin, au lieu de faire les 90 degrés, tu coupes et tu marches sur les fleurs. Et il est un peu dans cet aspect-là. Et Menotti, c'est le contraire. Menotti, c'est pas, il n'y a pas que le résultat, la manière de pouvoir le développer, toujours la correction, relève à l'adversaire si jamais il tombe, essaye de montrer le prestige à travers le côté élégant du maillot. Il avait inspiré plein c'était, voilà, il a introduit dans son football de brut un peu de cohérence et beaucoup de bienveillance pour mais que... Menotti, c'est l'époque Kempes. Exact. Ardiles, Luque, voilà, Passarella. Bilardo, entre guillemets, hein, parce que, quoique, il a eu Maradona. Exactement. Ça fait toute la différence, et notamment en 86, où c'est peut-être la Coupe du Monde, où il y a un joueur qui gagne la Coupe du Monde c'est tout lui, seul, c'est Maradona. Oui, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc Bilardo a eu cette chance. Exact. Tout le monde ne l'a pas. Et enfin, dernière question, mais je crois que tu as un peu répondu. Tu n'as pas pris de joker, bravo, tu peux le prendre là. Messi ou Maradona? Maradona, parce que... On a entendu combien t'aimais Messi, mais tu prends Maradona. Oui, mais je peux aimer plusieurs personnes. J'espère que je puisse continuer à aimer plein de gens. Donc, mais Maradona représente mon époque. Maradona, c'est ma génération. Maradona, c'est un individu qui est tellement contradictoire, qui est tellement difficile à pouvoir le cerner, que ça donne justement cet intérêt. C'est quelqu'un qui a toujours créé de l'expectative. Et moi, j'aime cette manière de dire... Moi, je me rappelle de la Coupe du Monde 2022, de toi au commentaire par rapport à Messi. Tu étais passé de l'autre côté. Tu avais une cravate, tu avais des lunettes sur l'Argentine, tu avais le maillot. C'était incroyable, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Mais Omar, je t'imagine en train de commenter Maradona en 86, quand il traverse tout le terrain contre l'Angleterre et qu'il va marquer, tu serais devenu fou. Oui, je pense que j'aurais été dans un extase totale. Tu es descendu sur le terrain. Non, Messi m'a procuré énormément d'émotions. Je lui dis à lui personnellement, plus chaque fois que je le vois, je lui dis... Vous connaissez bien? Oui. Mais non, il ne peut pas être top. Il a toujours été très, très bien. Moi, quand il est venu et tout... Oui, c'est toi qui étais là pour la présentation. Oui, absolument. Et puis à Barcelone, je l'ai vu plusieurs fois. Mais oui, c'est des gens, je trouve, qui transmettent à travers le sport. On dit souvent qu'il y en a beaucoup de joueurs qui grandissent à travers le sport. Oh, ils font même grandir le football, tellement c'est des icônes, c'est des légendes, c'est des élus. Et ça, on ne peut pas nier que... L'Argentine a eu beaucoup de chance, la France aussi, hein. Avec Platini, les Zidane, aujourd'hui Mbappé, il y a eu Maradona, il y a eu Messi. Après Messi, est-ce que tu vois un joueur argentin qui arrive et qui oui, non, parce que là, je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est tous les 20 ans à peu près, etc. Donc là, il va falloir attendre un peu plus parce que
il n'y a pas de potion magique pour pouvoir... parce que ces joueurs-là, et encore, moi, je suis un peu contre, toi, les centres de formation où tout est mécanisé, tout est étudiable, tout est comptable, il y a trop de comptabilité, tout est entraînable, ouais, voilà. Ça se met, toi, les joueurs, ils finissent, ils se sortent, ils disent, ah, j'ai couru 8 km, ah oui, j'ai eu un coup de course à d'autres intensités. Je dis, mais oui, mais t'as mis 3 fois le ballon dans la cage, t'as centré, t'as mis derrière la cage, donc on oublie le... Donc, et ces gens-là, ils dérogent à ce football actuel parce qu'ils sont tout autre chose de ce qui est... C'est pas ton foot. C'est pas mon foot. Non, je suis contre le côté comptable de l'histoire. Moi, je crois encore dans le côté inspirant, dans le côté créativité, intuition, invention, inspiration. Bon, moi, j'ai compris là pendant cet entretien combien ta famille te touchait. On l'a vu avec Léa, Roman, tes amis. Cette nouvelle chaîne, ce média là, s'appelle Charlie. C'est par rapport à mes 2 filles. Et on a un petit gimmick que je voudrais que tu fasses parce que c'est important pour nous. Avec 2 i. Parce que Charlie, il y a 2 i, il faut que tu t'arrêtes. Là, tu t'arrêtes pas, regarde. Ah, je m'arrête ici. Ouais. Voilà, Thierry. Donc ça, c'est très important. En tout cas, merci Omar d'être venu sur Charlie. On était impatients de t'avoir. Tu es le premier consultant qui vient. On a eu une joueuse, on a eu des joueurs, des entraîneurs. On voulait avoir un consultant. Et quel consultant je voudrais remercier Hector, Fernando, Gageo, Roman, merci parce qu'il nous a beaucoup aidé. Léa également son intervention. Zizek, Benjamin, Carlos Biroki, voilà, des personnes qui ont voulu t'apporter un petit témoignage. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je sois toujours dans la verticalité. Tant qu'on est debout et dans la verticalité, il n'y a que des possibilités. Une bonne Coupe du Monde, quand même. Aussi. Mais moi, je dis tout le temps, entre le rétroviseur et le pare-brise, il faut toujours, parce que la grandeur, tout ce qui est devant, il sera beaucoup plus grand que tout ce qui est déjà passé. Bonne Coupe du Monde avec Benjamin. Faites-nous rêver, c'est important. Omar Da Fonseca sur Charlie. C'est fini.